Bonsoir à tous, et donc on lance maintenant cette deuxième partie. C'était pas prévu, mais on a coupé en deux cette première émission que nous voulions consacrer aux films d'aventure. On a fait les deux premiers films dans un premier bloc d'1h30, et là on va donc proposer Le Monde Perdu, 1960, Michael qui va le présenter. Et puis ensuite on fera L'Île aux Pirates que je me chargerai de présenter à mon tour. Alors on a Bertrand qui est là. Bonsoir Bertrand. Michael, donc. Bah oui, il faut que il va pas tarder à prendre la parole. Faut que je cause de mon film, voilà. Donc je suis là. Et puis Quentin, qui est là aussi. Eh ben bonsoir. Quentin qui supervise notre son et qui, pour l'instant, nous dit que tout va bien. Donc voilà. Ça a l'air de bien se passer, effectivement. Donc là, tout va bien. Voilà. Donc après La Folie des Grandeurs et Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers, donc on continue cette petite exploration de quelques films d'aventure. Michael, c'est à toi. Alors. Moi, je suis le seul du Quatuor à avoir choisi un film que je n'avais absolument pas vu avant. Et nous non plus d'ailleurs. Voilà. Personne. Et clairement, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à le retrouver dans mon panier Vinted. Donc voilà, je l'avais juste mis parce que sur le Blu-ray il y a un dinosaure. Voilà, c'est mon problème de Jurassic Park et de tous ces trucs qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Donc du coup, je me suis dit, je l'ai choisi par pur exercice, parce que le collègue qui est en face de moi, David, pour ne pas citer, me reproche assez régulièrement de ne pas remettre les films dans leur contexte quand ils sont sortis au cinéma. Je confirme. Donc, sachant que je bouffe pas mal de blockbusters, voire quasiment que ça. Voilà. C'est bien, tu assumes. J'assume. Oui. Et les vieux films, j'en aime certains. Mais bon, après c'est du Hitchcock, donc tout le monde aime du Hitchcock. Ouais, t'as moins l'habitude de voir des films qui proposent des choses fantastiques, des films un peu qui vont de science-fiction, des choses comme ça, où du coup à l'époque ça, on faisait avec les moyens du bord, quoi. Donc ça a évolué. C'est vrai, quand on parle de film, on a souvent tendance à penser soit grande fresque romantique, soit polar. Mais jamais on va vers quelque chose de fantastique parce qu'on se dit de toute façon ils avaient pas les moyens, ils savaient pas faire. Et pourtant, ça va faire tempête. Depuis Méliès. Ah bah oui, Méliès, on est quand même au tout début du XXe siècle, hein, donc non, le cinéma fantastique a toujours été là depuis les débuts du support. Parce que le plus vieux film que j'avais vu avant, c'était Nosferatu. Et c'en est un. C'est compliqué pour moi. Je pense que actuellement dans ma cinéphilie, je n'ai pas les armes pour comprendre à quel point c'est un grand film. Ah oui, parce que c'en est un incontestablement, voilà. Ça c'est sûr. Mais... pour le moment, je n'ai pas les armes à l'heure actuelle. Moi, je me fais l'entre-deux, c'est-à-dire que j'ai un peu plus d'expérience dans les films anciens, mais je suis de la même génération que toi. Du coup, on se connaît depuis longtemps là. Et c'est lui qui m'a mis au film. Oui, écoute, de rien. Non, mais j'ai pas de quoi. Mais tu vois, par exemple, même aujourd'hui, je regarde un peu moins de films que j'ai pu regarder à une époque, mais je vais regarder, on va dire, un voire deux films maximum qui vont dater des années 30, 20, des films muets, j'en vois vraiment par an, je veux dire, j'en vois vraiment très peu, quoi. Ça reste un cinéma que j'ai du mal à consommer régulièrement, mais je pense que j'ai un poil plus d'expérience dans le cinéma un peu ancien, même si là on n'est pas sur du cinéma muet. Mais tu vois, Le Monde Perdu de 25, donc pas celui dont tu vas parler, l'autre, je l'avais déjà vu quand même. Voilà. Mais du coup, tu as vu quelle version? Parce que moi, sur le Blu-ray que j'ai acheté, j'ai la version. Alors, il y a deux films pour l'achat du Blu-ray, ce qui est étonnant. Donc pour celui de 25 est dans les bonus. D'accord. Alors, je me souviens plus de l'éditeur, j'avoue, voilà. Mais puis je l'ai pas sous la main aussi. Du coup, il est dans les bonus. Et sauf que c'est la version 50 minutes. Il y a une version de 50 minutes. Il y a apparemment plein de versions. Parce que moi, quand on en a parlé, je pensais voir la version d'1h30 sur le DVD. Sur Wikipédia, il y a le film en entier et il y a marqué 1h25. Oui. Je crois que c'est celle-ci que j'ai dû voir, moi, ouais. Et du coup, moi, j'ai vu celle de 50 minutes. D'accord. Voilà. Alors moi, la mienne faisait 1 heure, mais ce qui serait pas étonnant parce qu'il y a vraiment plusieurs montages. Hein. Ouais, genre 3-4 versions. Été voir, il y a plusieurs montages. Et donc du coup, par pur exercice, j'ai choisi ce film, donc 1960, donc on n'est pas du tout dans le muet. Hein. Oui, non, pas du tout. On est sur la seconde adaptation du roman d'Arthur Conan Doyle, hein, le papa de Sherlock Holmes. Entre autres, oui.
C'est ce qui... Le tonton du Dr Watson, donc. Oui, effectivement. Merci. Par alliance, bien sûr. Par alliance. Troisième degré. Bon, on va arrêter. Donc du coup, je choisis ce film tout simplement parce qu'il y a des dinosaures, hein, voilà. C'est un argument qui se vaut, hein. Oui, moi, ça se vaut, hein. Voilà, moi j'ai été bercé par Jurassic Park. Je pense pas que Spielberg a choisi de faire le bouquin d'adapter Jurassic Park parce qu'il y avait des dinosaures. Et même argument que toi, hein. Voilà. Dinosaures, je fais. Voilà, moi c'était le petit dinosaure quand j'étais gamin, voilà, et puis les documentaires que j'ai torchés quand j'étais gamin et regardez en boucle. Ouais. Donc du coup c'est un peu marqué, hein. Voilà. Donc du coup j'ai vu ce film et j'ai été un petit peu déçu d'avoir choisi celui-ci plutôt que celui de 25 parce que j'ai préféré celui de 25. Mais bon, je vais me lancer. Fait donc. Donc du coup, pour un petit contexte, donc l'histoire du film de 60, elle commence avec l'adaptation de 25 en fait, parce que on a Willis O'Brien qui s'occupe de tout ce qui est stop motion, et c'est lui le dirigeant de tous ces effets spéciaux entre guillemets. Pour celui de 25. Pour celui de 25. Okay. Et lui, il veut toujours un peu tourner autour d'un second projet, donc qui se conclura en 60. Donc lui, il va commencer avec ce film-là, avec Le Monde Perdu de 25. Donc pour remettre dans le contexte, Willis O'Brien, c'est, on va dire, le professeur de Ray Harryhausen, donc le monsieur se pose là. D'accord. Ouais. Voilà. Okay. C'est le monsieur se pose là. Ensuite, après 25, il va enchaîner avec un projet qui va être inachevé, donc qui va s'appeler Création en 31. Et ensuite, il va enchaîner avec deux petits films que personne connaît, je crois, autour de cette table, qui s'appellent King Kong et Le Fils de King Kong. D'accord. Le fils de Kong. Oui. Tiens, tu parlais, alors je fais une toute petite parenthèse, Le Fils de Kong est en bonus dans l'édition, je crois, c'est les éditions Montparnasse, l'édition DVD qui doit dater des années 2000 de King Kong. Tu trouves en bonus Le Fils de Kong, tu vois, donc ça arrive de temps en temps des super bonus dans ce genre-là, voilà. Où tu as un deuxième film en bonus, ça c'est génial. C'est ça aussi, voilà, petite parenthèse. Les aficionados du format physique, et des bonus comme ça, c'est bien. Ah bah moi ça vaut tous les bonus du monde, un deuxième film en bonus, moi c'est super. Et du coup, juste après ça, il va faire quelques autres films, mais il va toujours avoir Le Monde Perdu en tête, il va vouloir montrer sa vision de l'histoire de Conan Doyle. Parce que là, du coup, tu parles du gars qui a fait les effets spéciaux du 25, ouais. Mais du coup, il n'avait pas réalisé. Ah non, il n'a pas du tout réalisé. Ah oui, non, il n'est pas réalisateur, il était vraiment technicien. Et donc là, tu parles, il voulait faire un projet où il serait réalisateur ou juste exactement, réalisateur. Okay. Réalisateur, les storyboards étaient prêts. Ok, ouais, c'est trop bien. C'était vraiment très au point, toujours partir sur de la stop motion pour les dinosaures, voilà. Attends, mais comment on en est arrivé à ce qui s'est passé? Je suis curieux. Pourquoi on en est arrivé à ce qui s'est passé? Il va nous dire. Attention, roulement de tambour. Cléopâtre est arrivé, produit par la Fox, il me semble. Ah, c'est la Fox, oui. La Fox, qui produit aussi Le Monde Perdu. Et du coup, Le Monde Perdu se retrouve avec un budget divisé par 2, parce que Cléopâtre a coûté beaucoup trop de fric et a pas été rentable du tout. D'accord. Ah non, c'est... donc, pourtant c'est sympa Cléopâtre. Ah bah non, le film est bon, c'est Mankiewicz quand même. Mais alors par contre, ce qui est surprenant, c'est que le film est sorti je crois que c'est 63, le film. Oui, je me disais bien que c'est. Donc il y a eu une gestation compliquée, hein, fallait gérer Richard Burton et Elizabeth Taylor, aussi grands soit leur talent, aussi bien à la caméra. Entre deux mariages, ils arrivaient pas à se placer. Ah ouais, non, ça fallait les gérer, hein, les deux là. Et encore une fois, j'ai une admiration sans borne pour l'un comme pour l'autre, mais c'est un peu surprenant parce que du coup le film est sorti en 60, le film dont tu nous parles, et alors que Cléopâtre est arrivé bien après, quoi. Donc c'est dire quand même l'impact que ça a eu sur tout ce qui s'est passé. Et apparemment que pour ce projet. C'est-à-dire que ça a été un impact tonitruant. C'est une dizaine de longs métrages qui ont été bouffés. Ouais, comme Titanic a fait quand il a été en projet, il a ralenti plein d'autres projets. Ouais, voilà. Il y a pas mal de films comme ça, effectivement. Là, c'est pas ralentir, c'est carrément diviser le budget par 2. Donc, Willis O'Brien, il va finir par partir du projet. D'accord. Ils vont se servir de quelques dessins qu'il avait fait.
Il va être crédité, mais au final, il a rien fait du tout sur le film. D'accord. Mais vraiment rien du tout. Et du coup, ça va être donné à Irwin Allen. Et on va passer de la stop motion à des iguanes et des petits alligators grimés. Donc on va leur coller des petites collerettes, on va leur coller des petites cornes. Voilà, et je me suis dit, ouais, on en est où de l'image du dinosaure en 1960 ? Et après, j'ai vu le film de 25, et je me suis dit, ah bah non, ils savaient à quoi ça ressemblait, des dinosaures. Donc... Conan Doyle le savait lui-même, hein, parce que dans son roman, il décrit les dinosaures de manière assez crédible, juste il utilise les noms, hein, stégosaure, iguanodon, etc. Donc et le roman date des années 1910, donc tu vois. Ouais, en fait, 1912, un truc comme ça. Mais de toute façon, les découvertes archéologiques d'importance de ce domaine-là, il y en a depuis le XVIIIe siècle. Oui, bien sûr. Il y a juste un petit truc. Il y a juste un petit truc en fait, c'est que le film de 25, le seul problème entre guillemets d'un point de vue esthétique des dinosaures, c'est que le T-Rex se tient droit. Et sauf que ça a été prouvé plus tard que le T-Rex, on le connaît tous, Jurassic Park, il se tient à l'horizontale par rapport à ses jambes, perpendiculaire à ses jambes. Bien sûr. Mais pas droit comme ils ont pu le mettre dans Le Monde Perdu de 25 ou dans King Kong. Ouais. Le premier. Que j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. J'ai eu la possibilité de le voir au cinéma, mais sauf que ça faisait partie d'un marathon et que c'était le dernier et qu'il commençait à 4h du matin. Bon, voilà, c'est dommage parce que c'est un film absolument merveilleux. Oui, mais je devais passer par des films qui... Non, mais oui, non, mais bien sûr. Mais voilà. Mais en soi, la version de 1933 est absolument magnifique. Voilà. Mais on en parlera certainement un jour. Ça fait partie de la liste interminable des films qu'on doit voir. Voilà, soit dit en passant, voilà un super film d'aventure. Voilà. Eh ben, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Mais la prochaine fois, je prendrai un film un peu plus récent, s'il vous plaît. Un peu plus intéressant. Alors, je dirais pas intéressant. Moi, on va en discuter des qualités des films. J'ai pas pris mon pied, mais j'ai bien aimé. Ça a été un petit peu. On spoil, donc on va spoiler. C'est pas un film qui a fait une unanimité positive, spécialement au sein de la rédaction. Non, mais c'est pas un grand film. Mais enfin, il a rien enfin, on va laisser Mika nous le présenter un petit peu plus, voilà. Mais, c'est pas non plus c'est pas un étron, il dépareille pas à côté de propositions que faisait la Hammer, par exemple, dans les mêmes années. C'est, voilà, moi je trouve qu'il a quelques petites qualités, il faut le prendre comme il était. La Hammer, ils allaient, là où ils savaient faire, ils allaient souvent au plus simple. Oui, mais enfin, ils ont quand même fait un cycle de 4 films autour de la préhistorie. Alors certains avec des dinos, d'autres pas, mais enfin, ils y sont allés. Bon, par contre, ils n'ont pas utilisé, oui, mais alors j'ai plus les 4 types, et surtout les années de sortie exactes. Enfin, on est dans les années 60, hein, début des années à cheval des années 60, années 70. Mais enfin, c'est pas ça. Ce film-là que tu nous proposes aujourd'hui n'a rien de déshonorant par rapport à des films comme ça. C'est sûr que il serait absurde de le comparer à un Jurassic Park. Évidemment qu'on va pas le comparer au King Kong de 33, même s'il est bien plus vieux, le King Kong, évidemment. Oui. La réussite artistique, c'est pas du tout la même, mais le film, c'est pas non plus une calamité. Mais je te laisse, vas-y, continue ta présentation. Bah du coup, je vais faire un petit résumé du film, parce que c'est une adaptation très très libre du roman, pas de la nouvelle. Le roman qui était sorti avec des épisodes un peu feuilletonnants dans les journaux. Oui, Conan Doyle, la plupart de ses romans étaient publiés en épisodes, enfin. Voilà, parce que le seul qui a fait ses devoirs jusqu'au bout, c'est David. Parce qu'il a vu il a 20 ans qu'il étudie le bonhomme. Même 30. Bon, je connais bien la partie Sherlock, un petit peu moins la partie Professeur Challenger. Donc, bon. Voilà. Oui, là, c'est récent. Donc, ça va raconter, que le professeur Challenger, donc un archéologue un peu aventurier, on sait pas trop. C'est paléontologue. Voilà, merci. Voilà. Un professeur. Voilà. Le professeur Challenger revient d'expédition et quand il revient, il va faire une conférence de presse où il va raconter tout ce qu'il a découvert. Et donc il va raconter qu'il a découvert, ça fait beaucoup de raconter et découvert, un plateau totalement coupé du monde. Où il a découvert des dinosaures, et peut-être plus, mais il n'a pas poussé la curiosité plus loin. Parce qu'il a dit, déjà, des dinosaures, c'est pas mal. Et donc, il est revenu, donc il dit ça, et tout le monde ne le croit pas. Et bon, voilà. Donc tout le monde ne le croit pas, donc ils vont organiser une nouvelle expédition pour confirmer ses dires.
donc qui sera composé de plusieurs profils d'aventuriers entre guillemets. Donc on va se retrouver avec le professeur Challenger, bien sûr. On va se retrouver contre le professeur opposant à ses idées. On va avoir... Ce qui est déjà le cas dans le roman, hein. T'as l'équivalent dans le roman. Totalement. On va avoir le journaliste, donc Edward Malone. On va avoir un explorateur, on sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, mais on sait qu'il est pas mal blindé, quoi. Il a pas mal bourlingué. Et on va avoir un duo, donc d'un frère et d'une sœur, qui vont être un petit peu, imposés par celui qui finance l'expédition, qui est aussi le patron du journaliste. Puis après, va se greffer un conducteur d'hélicoptère et un natif de la région qui est un petit peu un guide, mais qui va pas servir longtemps de guide, même jamais. Voilà. Grand chose, hein. Ouais, non, il sert pas à grand chose à part dire il t'aime l'argent. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Je suis le quota de locaux et j'ai une sale gueule aussi. Ah oui, bah, il a une gueule, le monsieur, il a une gueule. Hein. Alors il y a deux choses par rapport au personnage là, que tu soulignes, parce que je pense qu'on y reviendra longuement après, mais alors que ce soit dans le film de 1960 comme dans celui de 1925, il y a un personnage féminin dans l'expédition, ce qui n'est pas le cas dans le roman. Alors ce qui est quand même rigolo, c'est de voir, on serait pas surpris de voir cette petite adaptation du matériau de départ aujourd'hui. Il serait même pas impossible que le professeur Challenger soit une femme. Pourquoi pas. Oui. Or là, à chaque fois, on nous met un personnage féminin dans l'histoire. Ce qui rajoute un petit paramètre, on va dire romantique, voilà, dans les deux cas. Et les personnages féminins, c'est pas le. Oui, on ferait. C'est pas le pied. Hein, effectivement, aujourd'hui, on ferait peut-être ce genre de choses, mais on le ferait pas de la même manière. Bien sûr. Parce que là, 60, ah oui, non, c'est bien ancré dans son époque par rapport à ça. Oui, voilà. Celui que je traite là en 60. C'est clairement une croqueuse de diamants et elle s'intéresse à l'un parce qu'il est riche et puis ensuite elle va s'apercevoir que c'est pas le mec sur lequel elle peut s'appuyer, donc du coup elle va se tourner vers le journaliste. Puis lui il va s'en contenter. Donc alors, les personnages c'est pas ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est que Conan Doyle a fait quelque chose d'approchant, même s'il a le personnage féminin qui est quasiment absent de tout le roman. Il en fait quelque chose d'assez similaire dans le roman. Bon, alors le roman a été écrit pas loin de 50 ans avant que le film sorte, en tout cas la version dont tu nous parles. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement ils l'ont pas complètement inventé, voilà, même si c'est, comme tu le disais Quentin, bien ancré dans son époque ce truc-là. Mais c'est Conan Doyle fait à peu près la même chose. Il y a un autre truc, t'as parlé de l'hélicoptère. Et ça, c'est quand même assez important. Parce que la version de 1960 a transposé dans son époque à elle, son époque contemporaine, les hélicos existaient en 1960, il se balade en hélico pour aller sur le plateau. Bon, ce qui n'est pas le cas évidemment dans le roman de Conan Doyle, parce que dans les hélicoptères en 1912, c'était calme. Et puis la version 1925, c'est exactement pareil. Ils se baladent en pirogue, etc. Enfin, ils voyagent. Ils vont escalader. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Et ça, c'est assez important parce que ça change un petit peu la donne quant à la façon dont ils vont se retrouver bloqués sur le plateau. Parce que on le sait assez vite dans l'histoire, ils se retrouvent bloqués. L'hélico est pété par les dinosaures dans la version de 60, on voit rien, ils retrouvent juste les morceaux de l'hélico. Bon, c'est dommage, on n'a plus les hélicoptères. Oui, ça manque d'ampleur comparé à 25, qui est un film muet, noir et blanc, et là, on comprend que ça va être la merde. Voilà, et puis c'est surtout montré, alors ça doit être montré en plan d'ensemble, mais on voit leur pont improvisé qui se casse la figure, qui donc les empêche de faire demi-tour. Ça, j'ai trouvé que c'était plus... Ah, je me souviens. Tu te rappelles? Ouais, non, le plan, je vous écoutais, j'étais là, et là, c'est intéressant, voilà. La bûche, elle tombe, mais c'est long quand elle tombe. Et voilà, on comprend qu'ils sont très très loin et ils sont coupés du monde. Voilà. Et ça, oui, parce que le plan est vraiment un énorme plan d'ensemble. On voit le plateau du haut jusqu'en bas, etc. Elle marche bien. Et ça marche très bien. Voilà. Et j'ai trouvé ça plus spectaculaire que l'hélico qui est pété en off et qu'on retrouve en miettes. Voilà. Bon, c'est censé constater qu'un iguane, c'est compliqué de lui faire péter un hélicoptère. Voilà. Mais voilà, on va enchaîner. Parlons de ce sujet. Le sujet qui fâche. Ça fâche tout le monde, je pense. Dans Le Monde Perdu, où il découvre des dinosaures, il n'y a pas de dinosaures.
Et pour cause. Ouais, pour cause. Oui, il y en a pas beaucoup dans les autres films non plus. Mais non, là, en l'occurrence. Mais là, ça se voit que c'est pas des dinosaures. Oui. Ouais, là, ils ont grimé totalement un iguane et un petit crocodile, un petit crocodile, un alligator, caïman, ou je sais pas ce que Voilà, c'est. le pire, c'est que c'est toujours le même iguane, je pense. Oui, clairement, oui. il en a chié celui-là. Bah, c'est le seul qui a accepté. Mais voilà, de se faire, voilà. il a mis sa griffe en bas. Du coup, ce qui pose problème, c'est pas forcément les effets spéciaux, parce qu'en vrai, les effets spéciaux, les scènes sont pas si aberrantes que ça d'un point de vue visuel. Ce qui est gênant, c'est, tu vas le dire, c'est la violence animale. Voilà. Parce que à un moment, on a une scène où on a ce fameux iguane dinosaurifié. Voilà, c'est un mot que je viens totalement d'inventer. Ce crocodile, qui lui aussi est dinosaurifié. Avec des cornes. Et en fait, on va se prendre la scène qui va durer très longtemps. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était moi, je m'attendais à un truc plus long. Moi. Heureusement, j'ai trouvé. Justement, c'est qu'on sait que c'est vrai. Ouais, on sait vraiment que c'est vrai et c'est ce qui fait que c'est long et difficile à regarder. J'ai été vraiment pareil, ouais. La scène était dure à regarder. Moi qui suis pas, je me bouffe des blockbusters comme pas possible, donc la violence, on s'en bouffe et surtout à l'heure actuelle là aussi. Ouais, puis même pire que ça. Pire. Et puis, quand j'étais petit, je regardais vraiment des documentaires animaliers où il y avait le lion qui tuait l'antilope, mais là on savait que c'était la nature. C'était la nature. Voilà. Là, c'est vraiment les humains qui les ont mis face à face et qui les ont limite forcés, ils les ont forcés à se rencontrer et du coup, conflit et ils se battent. Et là, grimés. Ils sont déguisés. Ouais, ouais, là, c'est vrai que c'est quand même particulièrement humain. L'humiliation, elle est folle. mais c'est difficile à regarder. Ouais, puis il y a du sang, on voit qu'ils se font vraiment mal et tout. Oui, voilà. Et là, violence animale. Et moi, j'ai gratté partout. Partout où je pouvais, même dans les bonus, jamais ils en parlent, jamais ils disent l'iguane il est mort, après on s'en fout un petit peu parce que la violence elle est là, mais très très difficile à regarder. Passer ça, alors faut réussir à passer parce que ça peut facilement te sortir du film. Le film est pas si déconnant que ça. Et puis, faut dire ce qui est, les dinosaures, et là je mets des guillemets, on les voit pas tant que ça. Non, les scènes avec les dinos sont pas très présentes. Ouais, puis si on peut s'arrêter un peu. Heureusement. Ouais, puis si on peut s'arrêter un peu là-dessus, là, pour faire un point global là-dessus. Ouais. Moi, personnellement, j'ai trouvé que, globalement, ça dépend en fait, il y a des plans où ça marche, des plans où ça marche pas. Quand on voit que les dinosaures entre guillemets, du coup ces animaux grimés là, les dinosaures comme ça, on va arrêter de dire les guillemets. Voilà. Quand on les voit tout seul à l'écran, il y a des plans où ça fonctionne, d'autres non, parce que en fait j'essaie de me remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que le film sortait en 1960, les gens n'avaient pas le même accès aux images qu'on a aujourd'hui, ce qui fait que tout le monde n'avait pas forcément la même image de ce que c'était qu'un iguane et tout, même si j'imagine que les gens avaient quand même, il y avait des bouquins, il y avait des choses quoi. Mais aujourd'hui avec internet, avec la télé et tout, c'est quand même différent. En 60, j'ai un peu gratté parce qu'il fallait que je me remette dans le contexte du film et de sa sortie, David. Qu'est-ce que je voulais dire du coup avec mes conneries? Tu apprends bien tes leçons, jeune Padawan. Oui. Tout le monde savait très bien ce que c'était un dinosaure, tout le monde savait très bien ce qu'était un iguane. Oui, peut-être pas. Ça a pas dû faire le job. Et pourtant, ouais, ça a eu un succès monstre dès sa sortie. Ah ouais, le film a marché. Le film a marché et alors, je modère mes propos, mais ça a eu un peu l'effet Jurassic Park. C'est-à-dire que tous les gamins en parlaient. Ok. C'était un film qu'on allait voir en famille. Tout le monde y allait, c'est dans les bonus du DVD. Voilà, mais tout le monde y allait, ça a été un succès, les gamins en parlaient pendant la récré, ça a été un vrai succès. C'est juste par curiosité, c'est des bonus qui datent de l'époque, des choses de l'époque, ou c'est quelque chose de moderne? Alors c'est un truc moderne où ils reprennent les images de l'époque. On a même une interview. Mais le commentaire,
D'accord, mais le commentaire qui dit c'était un succès, les gens allaient le voir et tout, c'est une voix moderne, enfin une voix d'aujourd'hui. Oui, c'est une voix totalement moderne. Ok, donc c'est pas des images. Enfin, je me suis dit c'est pas Ida. Ouais, non, je me suis dit il y a peut-être un monde où c'est des gens qui disaient ça à l'époque, ils ont juste pris les bonus et du coup ça pourrait être un peu erroné, ils auraient pu genre enjoliver le truc, mais non, si c'est des trucs qui ont été dit aujourd'hui ou récemment, c'est que du coup c'est avéré. Enfin c'est. Ah oui, c'est totalement avéré. Ou alors ok, d'accord. Ils ont ça surprend quand même. Alors, deux petites choses. Conan Doyle dans les bonus, bon, il n'a pas vu le film, hein, parce qu'il est mort 30 ans avant. Il est mort en 1930. Oui, mais c'est une interview qui fait... Voilà, mais bon, c'était peut-être une interview suite peut-être à la version de 1925 d'ailleurs. J'ai pas compris, il est plus interviewé par rapport au personnage de Sherlock Holmes. Ah oui, donc c'était l'histoire de mettre en bonus. Non, en fait, c'était, je crois, c'est Conan Doyle et le fantastique. Et du coup, il parle de son approche du fantastique dans Sherlock Holmes. D'accord. Et il mettait en parallèle justement son personnage de Challenger, oui. Et de Sherlock Holmes, qui sont deux personnages totalement à l'opposé. Ah bah complètement. C'est totalement si ce n'est que ces deux personnages un peu sociopathes chacun dans leur genre, mais pour le reste ils ont rien à voir. Hein. Après c'est alors je dis peut-être des bêtises, hein. Je suis en face d'un Messien donc il va me corriger sinon. Mais ça vient après sa période où il a fait ses études en criminologie. Ouais. Voilà. Et Challenger était là avant. Ouais. Et du coup, de ce qu'il raconte, c'est que en gros, le personnage de Challenger, c'est un peu Conan Doyle avant qu'il découvre ce côté plus Conan Doyle avant qu'il découvre un peu ce côté terre à terre. D'accord. Oh pardon, excusez-moi. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait Holmes. C'est à peu près ce que j'ai compris de l'interview. Après, il y a un peu plus probablement. Bon, je l'ai pas connu intimement, hein, Conan Doyle, mais il y a probablement un peu plus de Conan Doyle dans Challenger que dans Sherlock. Ça, c'est sûr. Ne serait-ce que d'un point de vue physique. Dans le côté adaptation du roman, il y a un autre truc que je voulais souligner, c'est que la fin, là aussi, de la version 1925 est un tout petit peu plus proche de la fin du roman que ne l'est celle de 60. Parce qu'en celle de 60, à partir du moment où ils arrivent, bon, on est toujours dans l'idée de spoiler les films, on l'a pas précisé. Ah oui, donc alors en gros, vas-y. Ils sont bloqués sur cet îlot, enfin ce plateau, et du coup ils vont découvrir qu'il y a une population indigène. Ils vont tomber sur une nana justement de cette population indigène. Ouais. D'ailleurs, whitewashing, hein. Voilà, elle est indigène, mais elle est toute blanche. Elle ne bronze pas. C'est bien, ouais. Mais voilà, c'est voilà. Et donc ils se font capturer par sa tribu, qui vont les manger. Donc on est un petit peu dans King Kong aussi, hein. Voilà. Du coup, ils vont réussir à s'échapper via cet indigène qui va s'être entiché du frère d'un des personnages. Oui. Et du coup, ils vont réussir à s'échapper en réussissant à faire réveiller le volcan et par une éruption volcanique. Il y a un volcan. Voilà. Il y a un volcan, il y a des dinosaures. Voilà. Ils vont passer par des espèces de tunnels. Voilà. Et le film s'arrête où ils ont récupéré un œuf, un lézard sort, mais vraiment un lézard, et disent un T-Rex. Et du coup voilà, ça se termine un peu comme ça en queue de poisson. Oui, alors que le roman dure un petit peu plus longtemps. Le roman, pour ceux qui ont vu Le Monde Perdu de Spielberg, donc la suite de Jurassic Park, c'est sorti en 97. Retour à Londres. Retour à la civilisation, et aussi bien dans le roman, donc de Conan Doyle, que dans la version de 25, retour à Londres, etc. Alors dans le roman, c'est avec un ptérodactyle. Oui. Dans le film de 1925, c'est un diplodocus qui finit par péter un pont, etc. Ouais. Enfin, mais alors là encore, les effets spéciaux pour l'époque, alors non seulement ils n'ont pas utilisé de vrais animaux, ce qui est tout à leur honneur, mais les effets visuels sont assez efficaces. On est quand même en 1925, il y a 100 ans. C'est quand même impressionnant. Moi voilà. Qui suis fondu de blockbuster encore une fois, moi j'ai kiffé à fond. Les scènes de destruction sont géniales. Voilà. Et ça, c'est complètement tout cette stop motion. À fond sur les dinosaures, et ça fonctionne du feu de Dieu. Et c'est occulté dans la version 60. Je sais pas si ça vient aussi du fait que... faudrait que je regarde des films en stop motion en couleur, mais ça peut jouer aussi le noir et blanc. Vis-à-vis de... les Argonautes, t'es pas déconnant, hein.
Ah non, bah, de toute façon, du moment où Ray Harryhausen était Voilà, derrière, alors il n'a pas signé je crois qu'il a signé, moins d'une vingtaine de films au niveau des effets visuels. Ce qui est pas énorme, Ray Harryhausen. Ouais. Mais enfin, la plupart sont absolument merveilleux. Enfin, il y a toujours une espèce de magie qui se dégage de ces effets. Alors, Jason et les Argonautes est peut-être l'exemple le plus frappant. Oui, j'ai envie de dire Jason, moi. Mais, et voilà, Mason, c'est pour maçon. Quand tu, les M-A-S-O-N, Mason n'est pas un prénom grec. Je m'en fous. Moi, c'est Jason, là. Et voilà, on met sans blague. Et donc, tout ça pour dire quoi? Parce qu'il me fait perdre le fil, avec ces conneries. Donc oui, il a fait, voilà, enfin, Ray Harryhausen, au niveau effet visuel, c'est toujours assez merveilleux. Donc, vu le manque de pognon, a priori, de la version de 1960, parce que bon, elle était quand même un peu fauchée à ce niveau-là, ils ont complètement occulté ce final avec un dinosaure qui se retrouve fondu dans la civilisation, voilà. Moi, je voudrais juste mentionner, alors, au rayon des qualités esthétiques du film, alors autant dans le podcast précédent, j'avais pu souligner le côté un petit peu trop neutre, un petit peu trop lisse de Benjamin Gates. Ah, c'est bien marqué, là. Là, je trouve qu'il y a une esthétique vraiment de petits films de série B assez chouette. On retrouve, alors sans être dans du Mario Bava, du Hammer. Alors des paysans, oui, de toute façon par le sujet, oui, mais je trouve que la photo, quand ils se baladent dans les grottes, etc., on va dire la dernière partie du film, la partie des grottes, oui, elle est pas mal. C'est assez chouette visuellement. Et on retrouve un peu l'atmosphère des adaptations de Jules Verne, des Tours du monde en 80 jours, des plutôt de Voyage au centre de la Terre. Merci. Voilà, on est vraiment dans cet univers-là, et esthétiquement, je trouve que ça a de la gueule. C'est pour un truc quand même fauché, où ils ont quand même trouvé le moyen de mettre des vrais animaux qui s'entretuent pour leur rare scène de dinosaures, et ben là il y a un peu de taf. Je trouve, en direction artistique, la dernière partie du film a un peu de gueule. C'est aussi pour ça que je suis un peu indulgent avec ce film, qui a des défauts autrement. Oui. C'est que voilà, il y a quelque chose visuellement. Moi je suis très friand de ce genre de film là, un peu rétro avec une esthétique à l'ancienne, les vieilles grottes éclairées de façon complètement improbable, parce que l'éclairage est improbable. C'est un charme fou. Voilà. Ouais. Et moi rien que pour ça, j'estime que le film, oui, il faut passer outre cette scène un peu débectante des animaux qui s'entretuent. Voilà, mais il y a des petites qualités par-ci par-là. La première partie, encore en ville, est pas désagréable. Il y a des choses, voilà. Le personnage de Challenger, je trouve, est vraiment très mal adapté. Ouais. Autant il est impressionnant, il est à la fois rocambolesque, dans l'adaptation théâtrale, dans la version 25 où je crois que c'est Wallace Beery qui joue le rôle. On voit ce côté un peu bourru. Exactement. Et je trouve que c'est complètement, Conan Doyle, qui a probablement vu le film puisqu'il était toujours vivant, a dû être content de cette adaptation. Je crois, dans le film. Ah, c'est possible. Ouais, apparemment, il y a de quoi? Dans la version de 25. Alors c'est pas qu'il fait un caméo, alors moi je n'ai peut-être pas vu cette version-là, mais en gros il y a une intro de 1 minute 30, 2 minutes. Il balade son chien. Où il est avec son chien. Oui, voilà. En fait, il s'assoit sur une chaise et il dit bienvenue, vous allez voir le film adapté de mon frère. T'as de chance. T'as vu un truc plus complet que moi, parce que moi j'ai pas vu ça. Voilà, donc ça dure à peu près 1 minute 30. Il dit que en gros le projet a été fait un peu avec lui, mais qu'en gros il a laissé les gens faire et tout, et qu'il aime bien le résultat, et bon film en gros. Déjà s'il s'est approuvé par déjà approuvé par Conan Doyle, donc voilà. Puis voilà, c'est ça. Il est avec son chien, du coup c'est bien. C'est quoi comme race de chien? Je ne sais plus, je crois que c'est un berger allemand, de mémoire. D'accord. Peut-être. Je suis pas sûr. Donc voilà, on a donc définitivement pas vu la version la plus complète, mais enfin ça, de toute façon on le savait. Tout ça pour dire, oui, donc le personnage de Challenger, je trouve, est assez fadasse dans la version de 1960. Je trouve que c'est vraiment. Là où pourtant, qu'est-ce qu'il a comme relief par rapport aux autres personnages? Oui, ça. Alors, on parle parfois des problèmes d'écriture de certains films. Et effectivement, Le Monde Perdu, son point fort, c'est pour son scénario. Bon, ça c'est sûr. L'écriture des persos, les interactions entre eux, le dialogue assez fonctionnel. Dans le contexte de la sortie du film. Non, il y a 100 ans, on savait écrire des dialogues, hein. Oui, bien avant, pas que pour le cinéma. Non, je suis d'accord. Je pense quand même depuis 1000 ans, on fait des dialogues. C'est bien. Non, moi, la grosse indulgence que j'ai pour le film, elle est plutôt d'un point de vue esthétique. Ah, mais moi, c'est la plus grosse, voire même la seule que j'ai. On parle des scènes avec les dinosaures. Moi, j'ai trouvé par moments, alors pas forcément dans les quelques rares moments où il y a les humains et les dinosaures dans la même image, mais la plupart des intégrations des dinosaures, quand elles sont pas trop appuyées, en fait, on perçoit pas de différence de décor entre les images des dinosaures et le décor d'où ils sont censés sortir. Il y a une fluidité.
Oui. Voilà, il y a des moments où j'y crois un peu, d'autres moments. Mais... Quand les humains sont à côté, parfois, ça va, c'est pas si... c'est pas toujours où ça fonctionne le mieux. En fait, on voit trop, en fait, en fait, j'arrive pas à croire au fait que ce que je vois, ça doit faire 15 mètres de long, quoi. J'arrive pas du tout à y croire. Encore que j'arrive à me sortir de la tête que c'est juste un iguane, pourquoi pas, mais que ça fait 15 mètres de long et que c'est un danger et tout, non, je vois. On est peut-être en pleine suspension d'incrédulité. Un iguane, quand ça se déplace, c'est pas violent. Ouais, puis c'est que ça, même s'ils l'ont grimé et tout. D'ailleurs, petit détail quand même cool, on parlait de l'esthétique. Ils ont grimé des iguanes, c'est fou quand même comme la phrase comme dire, mais c'est pas si dégueu. Non, je trouve que ça va. C'est pas pire, ça. C'est pas le problème fondamental. Ouais, tu veux dire que le casque qu'il y a sur la tête ne s'est pas cassé la figure. Heureusement. Non, mais les couleurs, enfin, je sais pas, je trouve ça plutôt bien fait. Oui, le travail de la couleur et tout. En fait, vu qu'on sait à quoi ressemble un iguane exactement, mais voilà, quoi. Il y a un poste. On arrive à voir les ajouts, quoi. On voit le côté obvious des ajouts, parce qu'on voit qu'est-ce qui devrait pas être là, quoi. Mais l'ajout est plutôt bien incrusté et ça va. En plus ça tient effectivement alors qu'il se déplace et tout. Ça aurait pu très bien facilement partir. J'imagine pas toute la colle qu'ils ont dû foutre dessus. Je sais pas comment ils ont fait pour. Ils ont dû l'endormir. J'ai pas envie de savoir. J'ai envie de savoir. C'est vrai que j'y pense, mais ça va être horrible. Mais donc dans les faits, voilà, esthétiquement, parce que j'ai que ça à redire sur le film. Le scénario ça va pas. Non, le scénario est pas génial. Mais il y a trop de personnages. Il y a trop de personnages. Oui. Ils ont certainement qu'ils ont rajouté des persos. Ah oui, c'est plus fluide dans le roman. Les personnages féminins. Dans le roman, pour être honnête, t'as 4 principaux. T'as 4 personnages principaux dans le roman qui partent en expédition. Tu as des personnages annexes. Il y a un indigène qui les accompagne, qui reste. Alors lui, coincé de l'autre côté. Qui n'est pas sur le plateau avec eux, qui est sur une espèce de crête rocheuse en face, qui reste là tout le long, voilà. C'est, voilà. Bon, on va dire qu'il y a 4 personnages ennemis, importants dans l'expédition. Là, c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Et puis, il y a cette tribu où ils commencent à créer des personnages, à donner. La tribu, ça y est. À son bonne consistance. Si, il y a des luttes, si tu veux, entre deux tribus à un moment donné, et nos personnages, dans le roman se retrouvent un petit peu coincés au milieu de cette lutte, un peu ancestrale. Je trouve que ça passe presque mieux dans le roman, alors que les enjeux sont plus compliqués, puis qu'il y a 2 tribus. Là, il y en a techniquement, il y en a qu'une dans le film. Mais c'est beaucoup moins bien amené dans le film. Cette partie-là, et tu le disais sur l'écriture, enfin sur le scénario, il y a des gros problèmes de construction, voilà. Ça, c'est évident. Bon. Après, là où ils avaient pas de fric à mettre dans les dinos, on peut imaginer qu'ils avaient peut-être pas de fric pour payer un scénariste jusqu'au bout. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que le film pourrait certainement être bien meilleur qu'il n'est. J'ai un petit faible. J'ai pas encore vu les 4 du cycle Hammer, qui est donc contemporain enfin ils sont arrivés un petit peu après. Mais les films de la Hammer sont finalement plus cohérents dans leurs propos, dans leurs intentions. On est sur la stop motion là. C'est alors quand il y a des dinos, oui, parce que il y en a au moins un où il y a pas de dinos. Enfin moi j'en ai vu un où il y a pas de dinosaures. Mais bon. D'accord. Voilà. Donc voilà, si on devait conseiller entre Le Monde Perdu et puis des films comme ceux de la Hammer ou d'autres films préhistoriques, sachant qu'ils sont pas légion non plus, de cette époque-là, est-ce qu'il faut aller impérativement vers Le Monde Perdu en priorité? Je ne suis pas sûr. Et je te rejoindrai presque sur l'importance peut-être plus grande de la version de 25 plutôt que celle de 60. Alors là, je suis pas sûr, peut-être. Moi, je suis sur une absolue. Enfin, le Sud 25 est clairement plus important. Voilà. Ce soit en termes déjà en termes de artistique. Ouais, de prouesse technique et artistique pour l'époque. Voilà. Parce que on en parle. Du coup, il est 8 ans avant King Kong, quoi. Oui. King Kong qui est un classique, effectivement, des prouesses aussi. Ne l'ayant pas vu, celui de 25, j'aurais presque envie de le voir, mais. Ah, je te le conseille. Ah oui, non, c'est totalement gratuit sur YouTube. Il y a moyen de le voir, oui. Et tu peux même le trouver un lien sur Wikipédia. Je crois, carrément, ouais. Ah oui. Et du coup, tu verrais une version complète que. Oui, d'ailleurs, si c'était à faire, voilà, parce que moi, je me suis focalisé sur le DVD que tu m'as fait passer. Croyant que la jaquette ne racontait pas de conneries, puisqu'il avait marqué quand même 90 minutes et que je me suis retrouvé avec un film d'1 heure. Donc voilà, c'est dommage. Et si j'avais su, j'aurais regardé effectivement la version proposée. Je crois que c'est sur Wikipédia. Une jaquette bien dégueulasse. Ah, la jaquette est pourrie, oui, mais bon. Bon, puis la copie, ceci dit, est pas beaucoup mieux. Et en plus, elle est pas complète. Donc moi aussi. Après, c'est du bonus, donc on se dit bon, c'est pas restauré. Bon, oui, voilà. C'est du bonus. Mais ceci dit, il pourrait faire l'effort de le restaurer parce que, comme l'a dit Quentin,
l'importance historique de ce film-là. Alors c'est pas le seul film important de l'époque muette du cinéma, mais c'est vrai que d'un point de vue artistique, il est pas négligeable. Récemment, on a eu Nosferatu, oui, qui lui a été restauré, oui, heureusement. Ouais, c'est Murnau, donc en plus. C'est Potemkin. Oui, voilà. Oui, on parle de Murnau. Mais dans le cinéma fantastique, cinéma avec des monstres des années 20, tout ça. C'est moi j'arriverai pas trop à en citer d'autres là comme ça. Non, là comme ça, et qui font des choses pareilles en plus. Oui, c'est sûr. Voilà, je suis pas sûr qu'il y en ait, mais que je le disais, hein, quelles que soient les époques, ils sont pas forcément légion. C'est que la préhistoire, c'est pas un support simple à traiter non plus. Là où c'est super important, c'est que sans le monde perdu de 25, il y aurait pas eu King Kong. Oui, voilà ce que je disais. Oui, certainement. Certainement. Ouais, clairement. Voilà. Certainement. Alors que bon, non, celui de 28, on va peut-être dire un gros, moi j'ai trouvé ça un peu nanardesque, quoi, celui de 60 ans. Ouais, c'était pas. Ouais, mais on a un truc qui est complètement bancal, hein, de toute façon. Moi, je sais pas, j'avais l'impression de regarder un film visuellement, oui, les années 60, et encore uniquement dans la partie contemporaine. Et puis après, le reste du temps, autant par le jeu des acteurs que très théâtral. Très théâtral. Oui, très théâtral, mais pas complètement. Enfin, c'est tout raté, c'est tout pas fait, pas fini, pas. Ah oui, moi j'ai trouvé ça, j'ai vraiment aimé visuellement, mais c'est tout. Il y a plein de séquences sur des phrases qui sont pas finies. Ils passent plus de temps à s'appeler par leur prénom qu'à dire des choses. Enfin, c'est nul à chier. Ouais, c'est pas. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Pour un film de 60, j'avais l'impression de regarder un mauvais film de l'entre-deux-guerres. En termes de propos et en termes j'entends totalement. Voilà. Les enjeux du film, du scénar sont pas très bons. Mais moi j'ai toujours énormément d'affection. Tout dépend de l'époque dans laquelle se situe le film, mais c'est vrai que j'ai une espèce d'indulgence pour des films parfois un peu chipou. Alors c'est le cas de celui-là, entre autres pour les effets. Oui, mais pas pour tout. Mais voilà, parce que moi il y a une esthétique qui m'a plu et mes yeux ont été chatouillés dans le bon sens par la dernière partie du film. Ça ne sauve pas tout le film, mais on va dire que c'est pas long en plus, ça fait 1h30. Et puis violence animale, donc il est insauvable. Non mais ça c'est éliminatoire. Ça c'est éliminatoire. Mais le film, alors sans aller jusqu'à dire qu'on le conseillerait absolument, bien sûr. C'est une curiosité, c'est une série B et moins, ou plus, suivant comment on le situe. Voilà. Bon, je pense que on va pas... Tu parles de violence animale, vu comme j'ai reçu le film, tu m'aurais pas dit que c'était vraiment de la violence animale, j'y aurais pas cru non plus. Tellement j'ai cru à rien dans ce film-là. Non, mais voilà, je m'excuse. Non, mais y a pas de mal. Je savais pas. Non, mais c'est la faute de David. Non, du tout. Bah, je t'ai pas demandé d'aller vers un film que tu connaissais pas. Je t'ai dit de sortir de ta zone de confort, mais puis après tu fais ce que tu veux, d'abord. Marcel à longueur de journée. Ouais. Mais non, mais voilà. Bon, après, on va peut-être pas forcément épiloguer. Enfin, je sais pas où t'en es dans ce que tu voulais évoquer sur le film. On a à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Hein, ouais. Et puis, les discussions ont amené que vous m'avez bouffé 2-3 de mes points, mais c'est pas grave. On en a causé quand même. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais ouais, bon, moi, résultat. Conclusion, hein, c'est en demi-teinte. Oui, non, mais en demi-teinte, c'est clair. C'est pas une aberration. J'ai vraiment aimé le charme visuel du film. Violence animale, hors de question. Je suis pas du genre à tourner mes yeux de l'écran, mais là je l'ai fait 2-3 fois et j'ai trouvé ça très long. Ce que j'ai dit à des amis, moi j'ai beaucoup plus de facilité à revoir des scènes de films d'horreur un peu choquantes. Oui, je suis d'accord. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai enfin vu La Colonie, rien à voir, mais j'ai enfin vu La Colonie des yeux de Aja. Il y a une scène de viol absolument horrible au milieu du film. Oui, bien bourrin, voilà. Mais honnêtement, tu me demandes de choisir entre la scène d'attaque des 2 dinosaures là ou la scène horrible de La Colonie des yeux. Je serais comme toi, je choisirais La Colonie des yeux. Mais bien sûr. Après, c'est pas tout à fait légal, mais irréversible. Cette scène-là, avec irréversible, c'est pas facile. Oui, non, mais bien sûr, c'est un comparatif à la volée. Hein, non, mais je veux dire, c'est une question de contexte. De toute façon, les films sont incomparables et tout. Mais c'est pour dire que j'ai plus de facilité à voir un truc. En fait, c'est qu'on y croit. Du coup, je crois pas au fait que ce soit des monstres de 20 mètres de long, mais je crois au fait que ce soit 2 animaux de 1 mètre qui sont en train de vraiment se foutre sur la gueule et que le sang qu'on voit, il est vrai, que genre, en plus, ils sont déguisés. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc non, c'est dur dans la nature. C'est pas l'ordre des choses. Non, c'est dur à regarder.
regarder, c'est oui, voilà. non, c'est pas terrible. Donc de ce côté-là, c'est pas un film, voilà, en demi-teinte, tout ça. Dans tous les cas, enfin moi personnellement, et j'espère tout le monde ici, c'est enfin, regardez si vous avez la curiosité, mais c'est pas un... Non, mais c'est pas facile de le conseiller absolument. Je pense qu'il y a d'autres films préhistoriques, ou en tout cas avec des dinosaures dans l'équation, plus intéressant que celui-là. Moi, ce que je vois, bon, de nous quatre, je pense que c'est moi qui vois le plus de films de cette époque-là, pour avoir vu un paquet de trucs, alors des nanars, des trucs où ils voulaient bien faire, ils ont raté, des très bons films, des gros films produits par des gros studios, des trucs plus modestes mais vachement réussis. J'en vois plein dans plein de domaines. Bon, j'ai cité plusieurs fois la Hammer, c'est pas un hasard. Hein. Je suis un amateur du cinéma de la Hammer. Oui, indiquer une forme d'artisanat aussi. Voilà, moi j'ai une indulgence que vous n'avez pas que vous n'avez pas avec le film, pour tout un tas de raisons, et qui se justifie totalement. Moi, alors c'est loin d'être un grand film, c'est loin d'être le pire truc que j'ai vu dans le genre, mais voilà, il y a bien mieux, c'est sûr. Et moi, je reviendrai plus facilement vers soit la version de 1925, qu'on est plusieurs donc à avoir vu, soit vers le cycle Hammer pour ce que j'en ai vu pour l'instant. Certains Ray Harryhausen qui proposent des choses parfois thématiquement assez proches, bien plus réussi. Voilà, c'est une curiosité. Mika, tu nous y as emmené, c'était cool parce que pour le coup on l'a tous découvert à cette occasion-là. Oui, voilà. Après, au-delà de ça, c'est sûr que le conseiller à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, leur dire non mais faut absolument le voir. Non. D'ailleurs, je pense que de toute façon le discours qu'on tient depuis maintenant 45 minutes, il va pas dans ce sens-là non plus. Non, voilà, oui. Donc bon. Par contre, ça me ferait mal au cœur, donc même si ça fait 45 minutes, je veux juste dire un petit mot dessus, parce qu'on a parlé des animaux, on a parlé de machin, il y a un animal dont on va pas parler. On a parlé de l'araignée. La scène de l'araignée. L'araignée verte fluo. Technique différente, tout aussi ratée, enfin, à mes yeux, scène d'incrustation où on a foutu une araignée qui, elle, est en post-prod, fluo, verte, hein, c'est pas, clairement c'est de la post-prod, quoi, avec cette espèce de plan, voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, juste, esthétiquement, encore une fois, le lieu est super bien, cette espèce de nid d'araignée plein de toiles et tout. Je suis d'accord. Super stylé. L'acteur, il sait pas quoi jouer, donc il fait de la tectonique. Ouais, l'acteur est sur le côté, là, et t'as cette araignée en gros plan qui arrive, et enfin, tu crois zéro, le découpage est horrible et tout ça, enfin, pas du tout, quoi. Oui, mais, voilà, je voulais juste mettre un petit... Il y a juste une petite esthétique dans le rendu de la scène, mais la scène fonctionne très mal. Voilà, on va certainement jamais reparler de ce film, donc autant le dire au moins une fois. Il y a une araignée et elle est horrible. Voilà. Enfin, la scène est horrible, l'araignée est mignonne, mais voilà. Voilà. Mais voilà, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais raconter sur le T'as presque battu mon record, c'est beau. Écoute, j'en ai une plus longue. Super. Voilà, super. Oh, t'inquiète David avec l'île aux pirates. Oui, parce que oui, ça c'est un bon film du coup. Il y a moyen qu'on en pose. Tu spoil déjà ton avis. Ah bah non, c'est pas un bon film, faut arrêter les bêtises après. Quoi? Donc il va y avoir la guerre. C'est bien ça. Ça va y aller. Bon, alors donc on va se lancer sur la dernière partie de l'émission. Donc la dernière partie de cette émission va être consacrée à l'île aux pirates, le film que j'ai choisi pour évoquer le film d'aventure. Alors l'île aux pirates, on revient un petit peu plus récemment dans le temps, on est en 1995. C'est un film américain, ce qu'on peut appeler un blockbuster, hein. C'était vraiment l'image même qu'on pouvait avoir du blockbuster dans cette décennie-là, avec de l'explosion, de toute façon on va y revenir, de l'explosion, de l'action, un rythme assez trépidant, une petite pincée d'humour, et puis un réalisateur aux commandes, pas forcément surprenant parce qu'il avait quand même signé auparavant 58 minutes pour vivre, ce qui constitue le deuxième volet de la saga Die Hard. Pas le plus subtil de la série d'ailleurs, même si bon, je pense qu'on est quand même plusieurs à l'apprécier autour de la table. Il avait signé également en 1988 un épisode de la saga Freddy, le cauchemar de Freddy. Donc il a fait un petit passage par le film d'horreur aussi. Et puis il signera dans la foulée de l'île aux pirates, et malheureusement le film connaîtra un sort assez proche d'ailleurs en termes de box-office parce qu'il se cassera la gueule. Il signera Au revoir à jamais, film d'action, là encore avec Gina Davis, qu'on va retrouver dans le film l'île aux pirates là dont on va parler. Par Shane Black, je crois. Et c'est Shane Black au scénario. Et voilà. Et d'ailleurs, qui avait touché un bon billet pour son scénario. Et comme le film va se casser la figure, voilà, ça va occasionner des hauts et des bas dans la carrière de scénariste du bonhomme. Pour revenir à l'île aux pirates, alors le film a fini de couler
le studio qu'il avait sous sa houlette, la Carolco. Alors il faut savoir, en creusant un petit peu, parce que c'est vrai qu'il avait la réputation d'avoir coulé le studio. C'est pas complètement vrai. Il y avait gros du boulot qui avait déjà été fait. En fait, la Carolco, elle était déjà quasiment cuite au moment où l'île aux pirates était en fin de post-production. Donc c'est dire, voilà, en fait il a juste achevé, c'est quasiment ça. Alors, je vais pas revenir sur, parce que d'abord c'est très compliqué, et puis ce serait un peu fastidieux, puis on parlerait pas complètement du film. Je pense qu'il sera plus intéressant de traiter de ce que raconte le film et de ce qu'il propose. Mais ça a été une gestation extrêmement compliquée. Ça a été un peu la valse des scénaristes, parce que Renny Harlin n'était pas toujours content des différentes versions du script, etc. Il a fait faire des réécritures, etc. Michael Douglas, qui était quand même attaché en tant qu'acteur principal au projet pendant un certain temps, voyant que Gina Davis, qui était alors compagne de Renny Harlin, ça c'est quand même très important, faut le savoir. Renny Harlin voulait essayer de mettre en avant un peu plus. Ça se voit beaucoup. C'est sûr. Et il voulait évidemment mettre en avant sa femme dans le film, quel est le rôle principal. Bon, ce qui est le cas au final. Mais du coup, Michael Douglas, lui, a préféré se retirer du projet. Voilà. Faut quand même savoir que le film a plombé. Alors, on a dit ça à propos de quel autre film qui avait plombé pas mal de projets annexes, Titanic, voilà. Titanic, ouais. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'île aux pirates. Un certain Paul Verhoeven a vu l'un de ses projets les plus ambitieux, ce qui n'est pas peu dire, le fameux Crusade, qui serait intéressé à l'époque des croisades, etc. Un film historique, je pense, qui s'annonçait absolument dantesque. Ouais, et surtout vu par Verhoeven. Violent. Bourrin. Alors surtout qu'il avait un certain Arnold Schwarzenegger au casting. Ouais. Eh ben, faut savoir que le film a été plombé à cause de l'île aux pirates. L'île aux pirates ayant vu son budget gonfler au fur et à mesure de la progression du projet. Ouais, je crois que de mémoire, on monte à 100 ou 110 millions. Alors j'ai plus les chiffres, mais il a rapporté. Ah oui, rien du tout. Sachant que dalle, par rapport à ce qu'il a coûté. Jurassic Park, c'est 65 millions de budget. Voilà, ouais, non. Voilà. Alors après, le pognon se voit à l'écran, ça on peut pas dire le contraire. Le pognon se voit à l'écran. Pour un petit complément, tu parlais de la gestation et tout. Ça n'a rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est juste un petit complément. J'ai regardé le film et après j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse que j'aime énormément, qui s'appelle Mea, anciennement connue sous le pseudonyme Monsieur Mea, qui a fait une vidéo, qui fait des vidéos et qui parle de films de cette période-là en particulier en général, très passionné par Columbo et le cinéma américain. Et là, du coup, une vidéo, une trentaine de minutes, quelque chose comme ça, où elle parle beaucoup elle parle vraiment du film, quoi, et de la gestation du film, de qu'est-ce qui s'est passé en détail, un peu ce que tu viens de faire, mais en plus détaillé, quoi. Elle parle un peu, sur on va dire les dernières minutes, elle parle de qu'est-ce qu'elle a aimé dans le film, pourquoi et tout, parce que c'est un film, elle parle que de films qu'elle a beaucoup aimé, donc elle souvent met en lumière des films sympathiques comme ça, et surtout elle parle beaucoup de la gestation, de comment, qui, quoi, et tout, et c'est des choses qui sont très intéressantes, et voilà, donc petit complément si vous voulez avoir plus d'infos sur la gestation du film. La vidéo de Mea est très très bien. C'est un film en soi, hein, la gestation. C'est c'est monstrueux. Il y a eu des guerres intestines entre les différents, les principaux actionnaires de la Carolco, qui se tiraient la bourre. Enfin bon, c'est quand on survole l'histoire du film, moi c'est un film que j'avais vu à son époque. Je l'avais pas vu en salle, mais je l'avais vu quelque temps après, peut-être à la télé ou je ne sais plus. Donc je l'avais découvert quand même dans son jus, 2-3 ans après. Moi j'avais toujours cru comprendre que ce film-là avait été un désastre parce que avait coûté très cher dès le départ et dépassement de budget, etc. Et il avait coulé son studio. C'est plus compliqué que ça. Et effectivement, je vous enjoins à aller voir le lien que propose Quentin, parce que faut vraiment, le film n'est pas complètement coupable, ou en tout cas pas seul coupable de la faillite de la Carolco. La Carolco, c'était une grosse boîte pourtant. Ah bah c'était pas un petit truc. Basic Instinct de Verhoeven, justement, c'était eux. C'est eux qui avaient fait Terminator aussi. Terminator 2, il me semble bien. Ouais. Donc oui, on parle de petits films. Voilà. C'est une boîte qui avait quand même des reins. Voilà, c'était et puis c'était vraiment juste avant. Hein, l'île aux pirates sort en 1995. Basic Instinct c'est 92. Je crois bien, ouais. Terminator, ça doit être juste, enfin, le Terminator 2, c'est juste avant. 91, ouais. Donc, en termes de temporalité, on est vraiment pas loin. Donc, on est passé quand même de succès monstrueux à, une faillite totale du pognon qui était en jeu, c'est probablement clair et net qu'un seul film peut pas être jugé responsable de. Bien sûr. Non, mais voilà. C'est pour ça.
Alors le film va se dérouler, alors non sans heurts, hein, parce que évidemment ça va être très compliqué. Déjà ils vont peiner à trouver un acteur principal pour donner la réplique à Gina Davis. Ce sera finalement Matthew Modine qui s'y collera. Alors Matthew Modine qui avait peu de titres de gloire, si ce n'est un Full Metal Jacket quelques années auparavant. Birdie, non? Comment? Birdie, non? Birdie. Ouais. De Parker, d'Alan Parker. Avec Nicolas Cage. Donc tout à fait. Donc on y revient, ce bon vieux Benjamin Gates. Et pour les jeunes, en fait, c'est celui qui fait le père de Eleven dans Stranger Things. Voilà. Alors pour la jeune génération, voilà, il joue dans Stranger Things. Ah ouais. Tout à fait. Oui. Oui. Ouais. D'accord. Voilà, donc c'est Matthew Modine. On va retrouver Frank Langella dans le rôle du bad guy de service, qui joue en fait l'oncle de l'héroïne. Quel bad guy. Moi je le trouve absolument fabuleux. Mais bon, moi je le trouve excellent. Mais voilà, moi c'est voir un personnage s'extasier tout seul de la situation, c'est un véritable bordel, et il trouve la situation que ça fera une bouche de moins à nourrir. Alors il y a ça quand il bute un de ces pirates, mais quel bonheur, mais alors il lève les yeux au ciel, il les poings en l'air et tout, mais quel bonheur, ils sont en train de péter partout autour de lui. Moi je trouve il y a une espèce de jusqu'au boutisme, alors dont Renny Harlin est assez coutumier, faut bien le dire, mais il y a vraiment quelque chose dans le traitement des personnages moi qui me plaît bien. On va quand même un peu pitcher le film, parce que mine de rien, ça peut être intéressant. On va suivre les aventures de Morgan Adams, donc joué par Gina Davis, qui se retrouve à la poursuite de plusieurs morceaux d'une même carte. Alors sachant que les morceaux en question n'ont pas tous la même origine, il y a quand même un morceau, on est d'accord, on spoil, hein. Ah oui. Il y a quand même un morceau de la peau du crâne de son propre père. C'est pas un morceau, c'est pas un crâne. Oui, parce que le truc est quand même assez impressionnant. Enfin, en termes de taille, oui. D'un point de vue item pour une aventure, c'est quand même trop cool. Voilà, il y a ça. Il y a alors un autre morceau de la carte qui va être en fait un morceau de bois. Ouais. Et puis le reste, finalement, qui est sobrement sur du papier. Mais donc, reconstitution d'une carte, combat naval, escalade le long d'une corde au-dessus du vide, exploration d'une île déserte, duel à l'épée, on fait péter tout un port à coups de boulets de canon, bataille rangée dans une auberge, la tempête en pleine mer, en fait toute l'imagerie du film de pirate, tout ce qui peut constituer un spectacle en soi, on y a droit dans l'île aux pirates. Et moi je voudrais quand même d'ores et déjà, avant même de parler de qualité, est-ce que le film est bien, pas bien, que je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est le spectacle est d'une générosité absolument dingue. Ah ça oui. Ça, voilà. Et ça, je pense qu'on peut pas discuter ce truc-là. On peut lui trouver des défauts, voilà. Mais tu vas voir ça en salle, t'en as pour ton argent. En salle d'ailleurs ou en Blu-ray, il a été réédité il y a pas longtemps en Blu-ray. Oui, en Blu-ray, Steelbook. Très jolie édition Steelbook avec l'affiche originale absolument superbe. Oui, l'affiche est incroyable. Dans un style un peu Drustrosan à moins de 75 € par contre. Voilà. Illustration style les vieux Star Wars, les Indiana Jones, Hook, tous ces films-là vraiment l'affiche époque 90. Amblin, pardon. Voilà, style Amblin, l'affiche c'est une merveille. Enfin bon bref, donc voilà, donc le spectacle est quand même total, ça n'arrête pas. Le film fait 2h04 pour être précis. Générique inclus, ça n'arrête pas pendant 2 heures. C'est vraiment enfin il pourrait faire une demi-heure de plus, ça passerait tout seul. C'est vraiment ça n'arrête pas. Voilà, il y a une espèce, mais là encore sur la construction, on n'est pas du tout sur des la façon de raconter les films a vraiment changé depuis 30 ans, parce que mine de rien le film aura presque 30 ans dans pas longtemps, mais la façon de mener un blockbuster n'était pas du tout la même à l'époque qu'elle l'est maintenant. D'abord, le film sortirait maintenant, il ferait probablement 2h45, il aurait probablement des problèmes de rythme, et une director's cut. Il y aurait 50 versions. Voilà, donc c'est voilà, il faut quand même souligner ce truc-là, générosité du truc. Malgré une complexité logistique incroyable. Entre autres, j'ai appris que à plusieurs reprises on voit plusieurs navires en même temps à l'écran. En fait non, ils en avaient qu'un. Exactement. Ouais. Ils en ont construit qu'un. Pour des raisons de budget. Ouais. Alors faut savoir qu'ils tournaient toutes les scènes correspondant par exemple au navire de Morgan, Gina Davis. Ils tournaient toutes les scènes sur ce navire-là. Puis ils tournaient d'autres scènes, mettons des scènes qui se passent sur l'île, dans l'auberge, peu importe. Il rebidouillait le navire en question pour qu'il ressemble au navire de Frank Langella, son oncle, qui la poursuit donc, et paf, on faisait les scènes sur le navire de Frank Langella. Donc ils ont oscillé comme ça pendant tout le tournage avec un seul bateau, là où en fait il est censé y en avoir plusieurs.
Et à l'image, il arrive qu'à l'écran, on en ait plusieurs. C'est dire quand même la logistique un peu de timbré du film. Décors, alors beaucoup de décors naturels, bien sûr, pour les décors extérieurs. Des paysans. C'est des paysans. C'est des paysans. Non mais voilà, on est vraiment dans du film de pirate classique. Ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que le hasard, ou en tout cas les aléas du box-office ont fait que les années précédentes ont vu quelques films qui œuvrent dans ce domaine-là, parfois avec des approches très différentes, se casser royalement la gueule. On pense évidemment aux Pirates de Polanski en 86, qui a été un fiasco monumental en termes de le film a coûté très cher et n'a rien rapporté. Le Hook de Spielberg, même si il s'est avéré plus rentable que ce qu'on aurait pu craindre, a été un relatif échec artistique, au moins dans sa partie dans le pays imaginaire. Sauf la musique. Hein. Où on est quand même, alors, la BO de John Williams c'est absolument fabuleuse, ça on est d'accord. Mais c'est quand même un comble de voir Spielberg quasiment rater la partie qui se passe dans le pays imaginaire, là où les scènes finalement dans notre monde sont plutôt plus réussies. Ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Enfin, Hook c'est quand même toujours considéré comme un film mineur, ou en tout cas pas complètement abouti du bonhomme. On a eu Waterworld pas longtemps avant, qui a été lui aussi un échec financier, qui a coûté une fortune et qui n'est évidemment pas rentré dans ses frais. Où là, pareil, on est dans une espèce de piraterie, non pas postmoderne, mais post-apo. Voilà, on est dans du Mad Max sur l'eau. C'est exactement ça. Voilà. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les films de pirates, on n'est pas si loin que ça de Pirates des Caraïbes, puisque le premier sort en 2003, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on n'est qu'à 8 ans de la sortie de Pirates des Caraïbes, mais on n'est quand même pas du tout sur la même aura de ces films-là. L'île aux pirates alors d'une manière assez inexplicable, hein, parce que moi je comprends pas. D'accord, il est sorti, il avait un peu de concurrence dans les salles. Il est sorti au moment de Noël, je crois. Ouais, oui, alors il est sorti au mauvais moment. Ça l'a pas, ça n'a certainement pas aidé. Il devait sortir à l'été, et à cause des problèmes, il y a eu, problème de budget. Alors, est-ce qu'il aurait fait un carton s'il était sorti 6 mois plus tôt ou 6 mois plus tard? Bon, ça c'est un peu difficile à dire. Costaud, hein. Mais l'échec est monstrueux. Ce qui est quand même assez inexplicable, parce que dans les années 90, on a vu d'autres blockbusters, parfois bien moins réussis que celui-ci, faire des scores honorables. Et lui, vraiment, il a pris le bouillon. Ben, je sais plus combien c'est alors le budget, je crois qu'on a dépassé les 100 millions, en plus avec la com qui était assez violente et qui a servi à rien en plus. Alors j'ai plus le chiffre, mais je crois qu'on est sur du 10 millions ou 15 millions de box-office mondial. Donc non, c'est une viandade vraiment totale. Ah ouais, et en France, on est à un peu plus de 200 000 entrées. C'est pas beaucoup, hein. C'est pour un film avec un tel budget et tout. Oui. C'est un petit film un petit film d'auteur, quoi. Enfin non, 200 000 c'est quand même une réussite un peu, voilà. Mais pour un film d'aussi gros budget, aussi grosse ampleur, en plus à cette époque-là, ouais, 200 000 c'est en France, en tout cas. Bon, il y a pas qu'en France, hein, qui est important, mais en France, il s'est planté. Voilà. De toute façon, on compte pas, il y a que les États-Unis qui comptent. Oui, non, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Quand on voit la même année, et ça je m'en souviens pour l'avoir vu en salle, lui, mais l'été 95, on avait eu comme autre blockbuster un certain Die Hard 3, puisqu'on a parlé de Renny Harlin qui a tourné le 2. Le troisième, signé McTiernan, avait déboulé pendant l'été 95, et qui lui avait très bien marché. Tu m'étonnes. C'est vrai que le flop de l'île aux pirates, surtout qu'alors, moi personnellement, je vais le dire, même si je pense que ça s'est entendu depuis le début où j'en parle, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film que je ne trouve absolument pas raté. C'est un film qui a peut-être des défauts. Enfin, il y en a d'ailleurs. Oui, c'est même pas peut-être. Il a des défauts, c'est sûr. Mais moi, je trouve que les qualités enterrent les défauts. Si on cherche du film d'aventure, du film d'évasion, du film de pirate, puisque c'est quand même ce qu'il est à la base, eh bien, il remplit le cahier des charges à 200%. Vraiment. Il y a des petites touches d'humour qui valent ce qu'elles valent. Évidemment, on peut trouver le personnage de l'Angela Too Much. Moi, personnellement, je le trouve. je pense que c'est complètement assumé. Connaissant un petit peu le cinéma de Renny Harlin sur toute cette époque-là, parce que bon, le pépère s'est un peu perdu ces 20 dernières années. Il tourne toujours, hein. Mais j'avoue ne pas avoir vu un film de Renny Harlin depuis un paquet d'années. Mais moi, les productions, enfin les films réalisés par Renny Harlin pendant cette décennie, moi, je suis un gros défenseur de Au revoir à jamais, qui est encore une fois avec donc Gina Davis, où on retrouve Samuel L. Jackson, qu'il fera jouer un petit peu plus tard dans Peur Bleue. Il avait fait Cliffhanger 2 ans plus tôt avec Stallone. Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai. Cliffhanger, qui n'a rien non plus de déshonorant. C'est peut-être pas le plus grand film de Stallone, ça c'est sûr. Mais voilà,
En fait, Arline a officié dans le cinéma spectaculaire, le cinéma un peu bourrin, ça c'est sûr, mais le cinéma qui en fout plein la rétine, on a un peu l'impression qu'il a essayé de se renouveler à chaque fois. Parce que qu'on compare 50 minutes pour vivre, à Au revoir à jamais, à L'île aux pirates, à Cliffhanger, et alors à d'autres rapports, bon, même Peur bleue, peut-être un petit peu moins spectaculaire, Peur bleue a un côté plus bancal, en tout cas pour le souvenir que j'en ai, mais malgré la présence de requins. Mais il a eu cette volonté quand même de proposer, de rester un petit peu dans une espèce de ligne qui était la sienne, du grand spectacle, on y va, on pousse les potards à fond, et advienne que pourra. Réussi. Et voilà. Et moi, dans le cas de L'île aux pirates, qui est certainement le film que je préfère du Gazier avec 50 minutes pour vivre, eh bien, dans le cas de L'île aux pirates, je trouve que le film, alors déjà, vieillit très bien. D'un point de vue esthétique. Parce qu'il a quand même 29 ans cette année, hein, en 2024. Oui. Moi, je trouve qu'il est de très bonne tenue. On peut quand même pas dire qu'il y ait des choses moches, comme il y a beaucoup de choses qui ont été faites en dur. On peut pas dire que la majorité, ouais, voilà, parce que les explosions, bon, ils font réellement tout péter, hein. Enfin, ça pète. Il y a d'ailleurs failli y avoir plusieurs drames sur le tournage. C'est quand même totalement un défi à la physique de faire péter ce genre de matériaux-là, parce que ça ne peut pas exploser. Mais oui, bien sûr. Alors, on ne cherchera aucun réalisme, faut que ça pète. Voilà, mais voilà, de toute façon. On pourrait se poser la question des raisons pour lesquelles on fait péter la moitié du port, sur lequel s'enfuit la calèche. Déjà, d'un point de vue scénaristique, le type qui tire sur son propre port, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud, c'est un peu con. Mais et puis alors sans hésiter, par contre. Du tout. Ah, puis il se loupe dans les grandes largeurs, hein, parce que la calèche, elle est à hauteur d'homme, et il y a quand même des boulets de canon qui pètent tout à 15 mètres de hauteur. Alors, après, c'est quand même la précision du boulet était toujours très relatif. Oui, ça fait quand même du vent. Quand même. Oui. Et puis c'est bien connu que ça devait avoir une prise sur des trucs aussi lourds. Mais donc voilà. À côté de ça, alors il y a des scènes, ouais, tout est prétexte à faire des trucs assez fous. Moi, il y a la scène avec les espèces de murènes là dans l'auberge. C'est pareil, c'est Pierre Raspex, hein, l'autre qui prend la murène à pleine main et tout. On lésine pas, on y va. Dès qu'il y a un truc soit un peu crade, tout en restant sage. On n'est pas dans du gore. Hein. Ça m'a pas mal marqué ça, effectivement. Sauf peut-être mais ça y va. Quoi, c'est un crabe ou je sais plus quoi qui finit. Ah oui, il a un truc dans la main, il le broie et puis ça finit je crois que c'est un insecte qui lui court dessus. L'Angela, puis alors le truc. Oh bah mettons un gros scarabée, je sais plus. Je sais plus ce que c'est, mais ça me parle, ouais. C'est de nuit. Il a le truc qui lui galope dessus. Il le chope. Et puis un scorpion. Un scorpion peut-être. Et il le broie dans la main. Alors d'ailleurs, ce qui est très drôle, parce que finalement la scène quand tu l'analyses 2 secondes, elle est drôle. Tu as le personnage donc de Matthew Modine. Tu le sais pas encore que c'est lui à ce moment-là, mais t'as le personnage de Matthew Modine qui vient pendant que le personnage de l'Angela est endormi. Il vient lui couper ce qu'il a autour du cou, qui est sa partie de carte. Oui. Ça le réveille pas. Et puis la bestiole qui lui court dessus. Alors il fait un bond. Et il est réveillé instantanément, ouais. Voilà. C'est quand même assez rigolo. On n'est pas loin des Hot Shots. Il y a un gag dans l'un des Hot Shots, il y a un gag qui est pas très loin de ça. D'un point de vue strictement professionnel, c'est pas quelque chose qui me choque. Alors, je suis facteur, je garderai une réponse si on a le temps après pour expliquer cet aspect-là des choses. Faire le lien entre facteur et pirate, oui, voilà. Allez-y, rebondissez après ça. Non, après, le facteur cheval, le facteur pirate. Le truc, c'est que moi, ce qui m'a plu, c'est quand même c'est totalement old school, quoi. C'est oui. Tout ce qu'on peut rêver d'avoir dans un film de pirate, ça y est. Mais c'est exactement avec ça. Une petite nuance quand même, c'est avec le flou qu'il y a dans ce qu'il peut y avoir de fantasme. Donc les contours sont un peu flous. Tu parles des persos, des situations? Non, de la manière, l'aspect visuel, on n'est pas dans quelque chose de précis. C'est un peu éthéré. Voilà. Ouais, je crois que mais t'as pas le temps non plus. T'as pas le temps de t'arrêter parce que ça va tellement vite que t'as pas le temps. C'est la projection du fantasme ouais, comme le plan où on voit le trésor dans la grotte, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un film de pirate? Et voilà. C'est un peu comme un premier jet sur. Oui, d'accord. Je vois ce que tu dis. Je l'ai vécu comme ça, mais ça m'a fait la même chose avec, avec Robin des Bois de Kevin Reynolds. Kevin Reynolds. Voilà, il fallait qu'il y ait les poncifs par les poncifs. Kevin Reynolds, le film de Reynolds c'est un peu plus posé malgré tout. Oui. Déjà il est un peu plus long. Mais il y a les passages obligés.
Et ben là, c'est pareil. Ah mais il coche quand je disais oui, j'ai dû dire, j'ai employé l'expression, il coche toutes les cases, mais c'est exactement ça. Mais enfin, la générosité du truc, moi je la trouve absolument sidérante. On a rarement vu ça ces dernières décennies dans un genre précis au cinéma. C'est là on parle du film de pirate. Je dis pas que c'est le film le plus réussi à ce niveau-là, mais par rapport à ce qu'il pourrait proposer dans l'absolu, il a la liste. Je crois qu'il a oublié aucune ligne. Tout est coché. C'est vraiment, et moi je trouve ça assez hallucinant. Et tout ça en 2 heures de temps. Ouais. C'est là où je dis qu'il ferait une demi-heure de plus pour prendre un peu. Oh non, mais non, pas prendre son temps. Il faut avoir quelque chose à raconter. Pas prendre son temps, mais je veux dire, tu dis que certains contours dans les décors, dans les situations, oui, il y a des moments ça va presque trop vite. C'est pas rallongé de 5 minutes chaque scène, mais c'est un bout de petite intro de machin, cette scène où ils arrivent dans l'auberge. Pourquoi pas montrer la façade, le truc un peu comme dans les vieux films avec le truc qui fait qui grince avec le vent, machin, un truc un peu comme ça. Ça pourrait être chouette. Il y a des moments où la caméra se pose. Oui, c'est rare. Avec Rennie Harlin, c'est rare. La caméra se pose au ralenti sur sa meuf. Oui, en même temps, on parle de Gina Davis. Bon, c'est voilà, on parle pas non plus de n'importe qui. Totalement d'où on est ou d'où on se situe, nous tout ce qu'on veut, c'est suivre cette Morgan justement, et puis William Shaw. William Shaw, et de savoir où ça va les mener, parce qu'on est un membre de l'équipage. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça t'embarque, il y a pas de problème. Ça emmène quand même bien. C'est voilà. Et les persos sont trop cool. Et donc oui, tu disais que Davis, elle était la femme de Rennie Harlin, ouais, à l'époque ils étaient ensemble. Ouais. Donc, ça se voit, mais par contre son personnage, genre il a en tant que personnage fort féminin, à côté de Ellen Ripley, elle a pas à rougir du tout. Non, bien sûr, on parle tout le temps de Ellen Ripley parce qu'elle est emblématique, parce qu'elle est voilà. Et puis parce que Alien ça a marché. Mais aussi, oui, parce que là on est sur un film qui a mauvaise réputation. Ce film-là aurait pu s'intégrer dans notre podcast sur les films mal aimés. Oui, bien sûr. Là clairement on est dans les films. Je trouve, enfin moi personnellement, j'ai entendu parler de ce film grâce à toi et à un autre de nos amis qui vous en avez parlé il y a quelques mois ou un peu plus, mais sinon en fait j'en avais jamais entendu parler. J'ai l'impression que ce film est vraiment pas mal tombé dans l'oubli. Oui, quelques personnes, je pense. Ouais. C'est pareil. Il y a des films qui se sont plantés, mais qui après avec le temps ont eu un écho qui est revenu et ils sont devenus un peu plus cultes, un peu plus connus. Ouais, il y en a plein comme ça, mais là en l'occurrence il est. Alors, je pense que c'est aussi, malheureusement, même si moi j'adore ces films, à cause de Pirates des Caraïbes, qui a un peu enterré le truc. Qui a un peu bouffé le truc. Et qui a fait une montagne de réussite, et les gens ont été un truc qu'avant et tout, alors que c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, en plus, le comparatif, voilà. Ouais. Même si c'est des films très différents, mais, Pirates des Caraïbes avait le même travers qu'avait un des films qu'on aurait dû, évoquer, aujourd'hui. C'est que tout le monde est dans le détachement, je m'en foutisme, mais c'est un traitement qui est différent, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais la désinvolture par rapport à tout, il y a rien qui t'implique. Tu parles toujours de Pirates des Caraïbes. Oui, Pirates des Caraïbes. Ok. Alors peut-être pas tout à fait le premier, mais à partir du deuxième, de toute façon, c'est. Moi, je mets le premier à part parce que j'ai une certaine affection. Mais il y avait déjà une tendance à ça. Il y avait déjà. Oui, les personnages étaient déjà posés dans le premier. De toute façon, bien les 3 premiers, nous. Ouais, alors moi, je donne pas la même génération. Pour moi, c'est quand même la trilogie de Gore Verbinski, c'est vraiment un gros classique. Je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est une manière de présenter des personnages qui a évolué. Finalement, en même pas une dizaine d'années. Même pas, parce qu'il y a 8 ans d'écart entre les Pirates et le premier Pirate des Caraïbes. Mais que finalement, Pirates des Caraïbes est aussi un reflet de l'époque dans laquelle il est. Bien sûr. Alors même, j'ai même envie d'aller un poil plus loin. J'ai l'impression que l'île aux pirates, en le voyant, j'ai eu l'impression qu'il était même ça a peut-être été une cause du fait que le film n'a pas trop marché, peut-être, mais je trouve qu'il est il est vieux pour l'époque où il est sorti, dans le sens où il y a un peu des codes très anciens. Oui, c'est vraiment le côté old school. Il y a vraiment un côté très old school. Ouais. Même pour un film de 95, il y a des codes très KPP, années 40, 50 et tout. On s'attendrait presque à ces années-là. Le Monterrey, il avait tué mon père. On aurait presque imaginé ce tu as tué mon père. Je dois te tuer. Voilà, c'est ça. Ah si. Non, bien sûr. Alors oui, mais de toute façon, moi, je pense que c'était probablement, faudrait interroger Harlin, voilà, je sais pas s'il existe des interviews sur le film. On n'a pas le bras assez long. Mais voilà, mais
moi je pense que c'était une des intentions du projet, de toute façon, de renouer un peu avec un cinéma qui ne se faisait plus, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le Pirate de Polanski est très différent de ça, même si l'imagerie pirate, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais on est dans autre chose. Il y a quand même une patte très différente, et là on n'est pas dans du tout public, ce qui est quand même le cas de l'île aux pirates. Moi, l'île aux pirates, j'estime que c'est quasiment un spectacle familial. Ouais, j'aurais 2-3... Ouais, vas-y. Voilà. Il y avait eu quelques propositions, mais qui étaient quand même très marquées. Je pense que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un film de pirate dans la grande tradition. Je sais pas, La Flibustière des Antilles. Il y a eu tout un tas de jolis films de pirates dans l'ancien temps, des trucs Le Pirate des Caraïbes. Avec comment il s'appelle Robert Shaw, oui, tout à fait. Alors je l'ai pas vu celui-là, mais c'est du name dropping. Mais il y a des choses. Il y avait vraiment des très beaux films de l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, qui était vraiment chouette esthétiquement. Enfin, l'esthétique des vieux films, on en a déjà parlé avec le film de Mika tout à l'heure, Le Monde Perdu. Et moi, je pense que oui, l'île aux pirates, ce côté old school, de toute façon, il est assumé. Parce que ce film-là fait référence à quoi? À des films qui ne se faisaient plus depuis longtemps. Ouais. Je pense. Alors c'est fait avec le punch, les moyens d'un film, c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'ils ont mis le paquet, c'est ce qui les a perdus. Mais c'est fait avec les moyens de 1995, mais c'est un film à l'ancienne. Mais finalement, les Indiana Jones, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Ce sont des films faits avec de gros moyens, mais ce sont des films qui renouaient eux aussi dans leur genre avec un cinéma qui ne se faisait plus. C'était un peu la note d'intention de Lucas et Spielberg quand ils ont lancé Les Aventures de l'Arche perdue en 81. Donc finalement, l'île aux pirates, alors sauf que lui, il s'est complètement ramassé, mais il a voulu faire... Je pense que l'intention était un peu la même avec le film de pirate. Tout à fait possible. Je crois. Il y a une petite différence. Pour moi, le parallèle peut se faire comme ça. Ouais, non, tout à fait. Je trouve c'est un peu plus marqué pour l'île aux pirates dans le sens où Indiana Jones, il utilise déjà pas mal le fait que ça se passe dans période 1930, etc. Donc déjà, on est déjà transporté par rien que le contexte du film. Alors que là, l'île aux pirates, c'est encore plus marqué parce que c'est vraiment on est carrément dans une période encore plus ancienne, mais je trouve que ça s'entend surtout sur les dialogues. Je trouve qu'il y a quelque chose dans les dialogues qui fait très à la punch. Il y a des trucs qui se font plus trop quoi quand on peut spoiler allègrement, hein, oui, bien sûr, à la toute fin quand l'oncle se fait éjecter avec le boulet, elle lui dit un truc, quelqu'un se souvient ce qu'elle dit, je sais plus exactement. C'est pas méchant tonton Doug. Exactement, voilà. Le boulet, avec des espèces ça arrive souvent comme ça qu'il y a des espèces de punch un peu qui font très à l'ancienne, je trouve, un peu. Ils citent leur nom très souvent, les personnages quand ils s'adressent les uns aux autres. Ça fait très à l'ancienne, ça. Eh bien, non, un tel, voilà, ils s'adressent les uns aux autres en citant leur nom. Là, on est clairement dans la citation de trucs comme les révoltés du Bounty ou ce genre de choses là. Oui. Monsieur machin. Voilà, mais complètement. Ou même l'île au trésor, monsieur machin, capitaine truc, monsieur mouche, enfin tout ça. Complètement. Non, mais tout à fait. Mais ça contribue au côté un peu old school qu'on mentionne depuis tout à l'heure. Alors que on parlait de Indiana Jones, j'ai pas le souvenir d'Indiana Jones qu'il y a un moment où il envoie des grandes punches avant de faire un grand coup comme ça là, voilà. Un côté un peu à l'ancienne. Oui. De revolver et on en parle. Voilà. C'est après voilà, Indiana Jones c'est finalement 20e siècle, là où l'île aux pirates, on remonte effectivement le temps, on est, 17e, oui. Donc, voilà, bon, l'époque est pas la même non plus, mais moi je pense que c'est vraiment ce truc-là est assumé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le film qui n'aient pas été voulues. Bien que la production elle était chaotique, il ait coûté du fric, il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des techniciens virés, il y a eu, enfin ça a été apparemment Ray Harley n'a pas été simple sur le tournage. Enfin bon, ça a vraiment été un joyeux bordel. Je trouve que le film, quand on voit sa tenue finale, qu'elle soit esthétique, qu'elle soit même en termes, enfin le scénar, il a été rebidouillé dans tous les sens. Quand on voit le résultat, bah il y a bien des films qui ont eu moins de déboires que ça dans leur production et qui sont bien plus bancales.
Honnêtement, c'est... Tout en servant de véhicule à l'admiration d'un réalisateur pour son actrice de femme. Oui, mais il y a des exemples récents qui sont tout à fait criants. Oui, par exemple. Oui, voilà, mais est-ce que c'est un vrai problème? Parce que on a parfois l'impression quand on entend certaines critiques sur le film, c'est une question est-ce que c'est un problème qu'il est en admiration? C'est une question de lecture. On l'a jamais approché à Tim Burton. Tim Burton, ça fait 30 ans qu'il fait jouer sa compagne du moment. Il y a un truc. Voilà, c'est que dans L'île aux pirates, ça donne un petit côté c'est rigolo. Ouais. Qu'un truc comme Resident Evil, c'est juste pénible en fait. Oui, mais enfin là, on est en train de parler d'un bon film. T'es en train de nous parler d'un machin. Non, mais je veux dire, si on peut mettre des choses en parallèle avec les autres, voilà, c'est. Après, il a pas inventé le concept. Clouseau, pour parler d'un grand cinéaste français, Clouseau a fait la même chose. Chaplin. Alors, on remonte encore dans le temps. Enfin, les gars, ils sont nombreux à avoir fait ça. J'ai cité Polanski, Champ de tête, Emmanuel Seigné. Enfin, combien il y en a qui ont fait ça? Et moi, franchement, Rémi Harlin, en plus, il l'a magnifié. Moi, je vais aller plus loin. Gina Davis, qui pour le coup a eu sa carrière un peu plombée à la suite du foirage monumental de L'île aux pirates, et puis malheureusement confirmé après avec Au revoir jamais, qui a pas marché non plus. J'estime que Rémi Harlin, il a donné peut-être presque 2 des plus beaux rôles à sa femme au cinéma. Alors citons quand même Thelma et Louise. Elle était quand même. Ouais, bah, évidemment, on va se calmer. Parce que Thelma et Louise, c'est loin d'être mon Ridley Scott fétiche. Mais enfin, elle a un rôle. Je commence à me demander. Hein. Non, on fera un podcast sur Ridley Scott, parce que c'est l'histoire de s'écharper. Je suis chaud. Gladiator. Ouais, mais moi ça me parle moins la science-fiction, j'y peux rien, c'est comme ça, voilà. Ah oui, mais enfin bon. Alien, je dis pas le contraire, c'est mythique, c'est intouchable quasiment. C'est fondateur, voilà. Mais c'est voilà. J'ai pas envie de le toucher, de toute façon. Non, mais de toute façon, Thelma et Louise, non mais c'est évidemment que c'est pas un mauvais film, mais alors peut-être en avance sur son temps d'ailleurs. Dans le côté un petit peu movie comme ça, il a pas, personne n'a inventé de choses après. En fait, dans ce qui s'est fait dans le même style. Enfin, oui, il y en avait eu un paquet avant. Oui, il y en avait eu un paquet avant, mais lui, il a dynamité un peu le truc, quand même. Oui, bah, parce que déjà, il a mis 2 femmes, et c'est là où je dis qu'il était peut-être en avance sur son temps, c'est qu'il a quand même fait de 2 héroïnes, là où c'est parfois un couple, parfois des truands mecs. Il a fait de 2 femmes, et deux très beaux portraits de femmes, parce que ce soit Susan Sarandon ou Gina Davis, elles sont toutes les 2 absolument superbes. C'est juste d'être parti tellement en avance et d'être revenu aussi loin derrière maintenant. Pauvre Ridley Scott, c'est dur. Oui, c'est dur. Ouais, bon, enfin, on va pas faire sujet à débat. Je suis pas d'accord. Non, mais on va pas faire le procès de Ridley Scott, parce qu'on était sur Gina Davis, mais voilà. À l'exception de la parenthèse que peut constituer Thelma et Louise, pour moi, au cinéma, je parle bien au cinéma, parce qu'elle a fait de la télé depuis des séries télé, etc. Non mais apparemment elle s'est distinguée d'ailleurs. Je pointais simplement 1 ou 2 petits ralentis qui sont très très appuyés, mais c'est parce que Rémi Harlin n'était pas quelqu'un de très subtil non plus. Bah il suffit de prendre 50 minutes pour vivre, hein, puis il y avait Gina Davis dedans. On peut quand même pas dire question subtilité. Il avait un peu d'ailleurs déconstruit ce qu'avait fait McTiernan sur Piège de cristal finalement. Hein. C'était un peu l'antithèse, tout en reprenant, tu détruis en fait. tout en reprenant un canevas très proche, il a un peu déconstruit ce qu'avait fait McTiernan. Donc totalement, c'est pour ça que je n'aime pas 50 minutes. Ah ouais, tu l'aimes carrément pas. Moi j'aime pas, j'ai des mal. Bertrand il y a l'abattage de Bruce Willis, mais pareil, t'as trop de personnages. C'est trop foisonnant et en même temps trop con par rapport au premier, quoi. Voilà, ah oui, non mais il arrive pas à la cheville de Piège de cristal. Ça, je suis d'accord. Le film n'est pas déshonorant. Mais voilà, faut pas déconner. Oui, en matière de film d'action, Rémi Harlin, il est pas oublié, mais pas loin. On disait tout à l'heure que L'île aux pirates était un film un peu oublié. Rémi Harlin, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu passé aux oubliettes. Mais on n'a pas d'en parler depuis 30 ans de Rémi Harlin, donc on l'a jamais oublié. Mais oui, mais nous, parce qu'on a, moi j'ai un peu ma cinéphilie des années 90, il en faisait partie, ce gars-là. Moi, je les ai cités, hein, ces films. Moi, Cliffhanger, je l'ai vu à l'époque, je crois. Pleurs Bleu, on est en 99, c'est un peu plus tard. Mais moi, ces films des années 90, je les ai tous vus. Voilà, et puis je les ai globalement plutôt aimés. Alors, L'île aux pirates, j'ai eu tendance à le réévaluer au fil du temps, parce qu'à l'époque, il m'avait plu sans plus. Est-ce que t'as fait partie des 200 000 à le voir en salle? Non, je l'ai pas vu en salle. Malheureusement, je l'ai pas vu en salle. Ça, c'est un film. Il y aurait une reprise. Suivi, il l'a dit. Oui, je crois que je l'ai dit. Il l'a dit il y a 2-3 jours. Je te commencé à en parler. Non, je l'ai malheureusement pas vu en salle. Mais tu vois, c'est clairement ça pour moi, c'est un film à voir en salle.
C'est un film à voir. Ah oui, bien sûr. Voilà, Ça aurait été trop cool, ouais. C'est un tel spectacle, tellement généreux, tellement chouette, tellement... Ça doit sûrement valoir le coup, ouais. Il y a moyen que tu t'en prennes un peu plein la tronche. Voilà. Moi, je suis vraiment friand. Déjà que sur ma téloge, j'ai pris mon pied, mais d'une force, alors. Ouais, non, mais puis moi, ça fait quand même plusieurs fois que je revois. Ça faisait longtemps que j'avais le Blu-ray. Je l'avais revu 2-3 fois au Blu-ray. Je l'avais dû le voir plusieurs fois en VHS avant. Moi, c'est un film que je revois régulièrement. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et alors lui, autant on peut avoir des réserves sur Le Monde Perdu concernant les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui sont même un petit peu cinéphiles, alors beaucoup, pourquoi pas, amateurs de spectacle, amateurs de films qui remuent, amateurs d'aventure. Franchement, moi, L'Île aux Pirates, alors là, j'assume complètement. Allez-y, tentez-le. Pour moi, ça vaut le détour. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites. Oh non, pareil. Ouais. Voilà. C'est chouette. Bon, j'aurais juste à redire, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu trouvais que le film était très très grand public. Alors non, très grand public. Je dirais pas familial. Grand public, oui, avec des réserves, parce qu'il y a peut-être 2-3 petits moments un petit peu picotants. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, faut pas exagérer. Oui. Non, mais un gamin de 10 ans peut être traumatisé par 2-3 passages. C'est ça. C'est pas ça forge. C'est pas gravissime et ni un défaut ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est une curiosité que le film a, c'est que parfois il se permet de montrer des choses qui sont assez crues, et il y a un moment où on voit un corps en décomposition. C'est vrai. Et clairement il pendu, est pas là, enfin accroché dans une cette scène du porc qui est longue, hein, elle est bien. Et puis il y a ce qu'elle décrit, mais les descriptions, les descriptions de l'image. Ouais. Si tu prends le temps de décrypter, il y a une multitude de détails dans tout. Il y a bateau, le port. Bien sûr. Même le moment de la vente aux esclaves, tout ça, et des petits détails comme ça. On y est. Ah non, mais c'est foisonnant. Visuellement, c'est foisonnant. Des quatre films dont on a parlé, c'est pour moi celui qui est le plus, qui te provoque le plus d'attrait, en fait, qui te donne vraiment d'aller à l'intérieur. Ouais, puis il y a encore des points qu'on n'a pas cités, mais oui. Voilà. Non, moi, c'est celui que j'ai préféré découvrir. Moi, je le connaissais déjà, je connaissais Benjamin Gates, moi, des films qu'on a évoqués dans ce double podcast, c'est celui que je préfère, ce qui paraît assez logique, mais je pense aussi que, moi, dans la définition, on en a parlé dans la première partie du podcast, je crois, de notre définition, ou en tout cas, ce qu'on mettait un petit peu dans ce qu'on appelle le film d'aventure. Moi, pour moi, L'Île aux Pirates, c'est un vrai film d'aventure avec un film maritime d'aventure. Oui. Il est juste à côté de moi, j'ai très envie de le frapper. Ouais. Si tu arrives à le taper sans faire de bruit, tu peux. Mais non, mais voilà, non, mais pour moi, on est complètement dedans. Oui. Il y a l'idée de quête, on en parlait. Il y a un trésor. Il y a le petit côté romantique, mais qui ne vient jamais pourrir le scénario, et c'est pas évident. Vraiment, et puis le personnage de Davis ne se fait pas bouffer par Modine, en fait, chacun reste à sa place. Oui. Là où effectivement Frank Langella est extrêmement démonstratif, Modine est très sobre. Gina Davis, elle fait parfaitement le job. Elle reste sur sa ligne de conduite, elle veut trouver son trésor, voilà, elle a son code d'honneur, etc. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de cohérence dans l'écriture. Et là encore, ça relève du miracle quand on connaît le chaos qu'a été la production du film. Du début à la fin, il y a pas de scène où on se dit oh ben non mais là c'est quoi ce rebondissement, ah ben non mais là ce personnage il fait n'importe quoi. C'est Langella, il est à moitié taré du début à la fin. Non, c'est plutôt dès qu'il arrive, il est à moitié fondu. Il te fait passer mais les d'une émotion à une autre. Pardon. Le peu que tu vois ces deux frangins, ils sont pareils de toute façon. Oui, le père, on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte, mais le premier oncle, quand tu découvres pourquoi, c'est ça. Puis elle s'emballe avec le scap de son père. Voilà, c'est ça. Tout va bien. Donc c'est pareil aussi. Il y a un problème d'éducation. C'est pas une grosse réserve. Je suis seul à, mais je trouve que certains personnages sont un poil trop survolés, mais c'est pas grave. Voilà. Par exemple, il y a le personnage, un écrivain qui est qui connaît les pirates et qui en fait les trahit, et c'est ça qui ramène, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi, en parallèle, il y a les officiels, voilà, qui est une colonie anglaise. Ouais, voilà, la marine anglaise, quoi, qui les poursuit en parallèle, et du coup, c'est eux qui les trahissent, il envoie une lettre, tout ça. Le côté de l'autorité, je suis l'autorité, je suis le roi d'Angleterre, mais loin des yeux, loin du cœur, donc je vais faire un peu ma petite tambouille à moi. C'est ça. C'est
c'est ça. Du coup, il y a 2-3 petits passages comme ça qui sont un poil survolés où ça arrive un peu vite, mais c'est pas non plus grave et c'est pas, j'ai pas été choqué. Voilà, c'est, ouais, tu me disais une demi-heure de plus de film, je serais pas contre quelques petites scènes qui rajoutent. Quand ils découvrent le trésor et qu'après ils se font capturer, et le trésor se retrouve dans le bateau. Le trésor, une fois trouvé. Il te l'expédie d'un endroit à l'autre, un peu speedou, hein. Voilà. C'est, il y a 2-3 petits trucs comme ça. Il te l'accroche à la corde un peu facilement, machin, il te remonte ça en 2-2, alors que le machin doit être juste transportable. Oui, enfin bon, c'est voilà. Ben oui. Mais oui, mais on est en plein dedans, bien sûr. Oui, puis tu penses qu'il puis alors moi, alors je suis désolé, je cite, parce qu'on a cité, mais quel bonheur. Moi, quand il y a Gina Davis et Matthew Modine accrochés à la corde. Au-dessus d'eux, au bord de la falaise, il y a le personnage de Frank Langella et puis l'amour. Moi, bon, faut revoir la scène dans le contexte. Mais il est gigantesque. Moi, dans ces moments-là, Langella, je le trouve fabuleux. C'est vraiment, il a ce côté complètement décalé, complètement fou. Puis alors lui, il a aucun scrupule. Il y a rien qui le dérange. Il y a rien qui le. Enfin, il est capable de buter son frère, sa nièce. Il y a rien qui le. Ouais, c'est. Mais c'est. Du coup, c'est pas gênant. Le côté jusqu'au boutiste du personnage, comme il est traité comme ça d'un bout à l'autre, c'est pas ok. Il a pas moins de légitimité à courir après ce trésor que sa nièce ou ses deux frères. Non, mais la différence que lui, il est prêt à buter tout le monde. Non, mais parce que Morgan, le personnage donc de Gina Davis, a des principes. Lui, il en a juste rien à foutre. S'il fallait buter la moitié, ça soit assez facilement dessus, ces principes quand même. Bah, c'est une pirate. Mais oui, mais là encore, c'est logique, c'est une pirate. Voilà, donc on est dans quelque chose d'assez cohérent. Oui. C'est non, mais Mais si tu prends d'un point de vue strictement notarial, Frank Langella a autant de légitimité que voilà, il a tout à fait légitimité à aller chercher le trésor. Oui. Voilà. Effectivement. Je pense qu'il est parfait de A à Z, clairement. Ah bah moi je sais pas si c'est un film parfait, mais c'est un film que j'aime énormément et qui est très très bien. Chaque scène que j'ai pu voir, on sait à peu près ce que le réalisateur veut te faire ressentir, et tu le ressens. Moi, à partir de là, le film fait le job. On déconne à un moment, de l'autre, on sert du cul pour eux. À un moment, on peut même avoir peur, on rigole de l'autre côté, enfin, il te mène là où il veut. Et c'est là où c'est... Il n'y a pas d'arnaque. En fait, il n'y a pas d'arnaque. C'est un film totalement sincère. Ouais. Pour moi, et je te remercie, mon copain, mais ça fait partie maintenant de mes films préférés. Moi, je l'ai vu, mais ça m'émeut. Ah ouais. Moi, ça m'autruche. C'est bien ça. C'est bien ça, j'ai bien aimé. On sent qu'on est sur la fin. Là. Il doit être 23h30, un truc comme ça. Ah oui, c'est mais j'ai surkiffé et j'étais dégoûté parce que j'ai raté la sortie, la nouvelle sortie en 4K Steelbook. Oui, parce que je collectionne des films dans des boîtiers en métal. Et je l'ai raté et du coup, je peux pas le payer à 35 € maintenant. C'est minimum 75. Ah, je suis deg. Sortir les billets. Voilà. Ou alors je vais l'acheter en Blu-ray à marée. Voilà. Triste. Moi, j'ai pas autant aimé que toi, mais j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment, voilà. Bah, je suis content parce que ça fait à peu près, bon, Bertrand, t'es peut-être plus, bon, tu seras toujours, de toute façon, quel que soit le film, je pense que tu seras toujours le moins non, mais expansif. C'est pas le genre de film qui m'enthousiasme au prime abord, mais il est bien. Bon, il est bien. Donc vous vous rendez compte, hein, mes 3 copains sont plutôt positifs, donc. Et il y a un point qu'on n'a pas soulevé. Que t'as parlé de tous les points. Ouais, alors oui, mais c'est peut-être un truc tellement flagrant. T'as pas parlé de la musique. Oh là là, oui. Mais si, j'ai noté son nom. John Debney. La musique, c'est le premier truc qui t'accroche. La musique, elle est top. Elle est trop bien du début à la fin. Ouais. C'est le premier truc qui arrive. Parce que tu vois le titre du film, enfin, je sais plus si c'est le titre du film d'abord ou des premières images. Enfin, d'abord, je sais plus comment ça se déroule exactement au début, mais bref, la musique te vient assez vite et elle te surprend très vite. Oui. Waouh, ça ressemble à rien que... Bah, t'as les plans, les cartons, les incrustations des crédits du générique de début viennent la plupart sur des plans, des travelling qui avancent, etc. dans des décors naturels, entre autres le bateau qui est en arrêt pas très loin de la rive, elle poursuit, la poursuite à cheval le long de la petite plage, etc. Enfin, oui, déjà, le générique à lui seul, il en dit long sur ce qui va se passer. C'est extrêmement enlevé, etc. Et alors la musique, elle est assez impressionnante, elle est très épique. Ouais. Et le thème revient régulièrement d'ailleurs dans le film. Mais de manière différente de ce qu'on peut
considéré comme épique aujourd'hui. Enfin, c'est épique aussi, mais ça change. On va dire que un petit monsieur qui s'appelle Hans Zimmer qui a un peu modélisé ce que c'est que la musique moderne de cinéma. Pas que, quand même. C'est un gars que j'aime d'amour, il pas que ça. Très très limitant, mais mais surtout, c'est un très grand compositeur. Mais en plus, il a fait une partie des morceaux de Pirates des Caraïbes. Donc on peut, enfin, entre guillemets, comparer, pas spécialement, mais c'est totalement différent. Ça a vraiment une atmosphère complètement différente, beaucoup plus à l'ancienne, mais en même temps tu es très enlevé, très très aérien, très virevoltant, enfin c'est des instruments, mais les instruments ils chantent, du Errol Flynn, époque Errol Flynn, combat à l'épée, etc., des Robins des Bois anciennes. On serait pas étonné d'entendre une musique un peu dans ce genre-là, effectivement. Mais là encore, je pense qu'on est dans une espèce de cohérence du projet qui consiste à rendre hommage à un cinéma plus ou moins révolu, disons-le, à cette époque-là. Enfin, ce serait même encore valable aujourd'hui. Et je pense qu'on est là-dedans. On est dans une espèce d'hommage. En tout cas, oui, retenez le nom de John Demney qui a vraiment fait quelque chose de très chouette au niveau de la BO du film. Effectivement. Ouais, voilà. Merci de l'avoir rappelé. J'avais noté son nom pour pas l'oublier. Je crois que c'est le seul point de ma liste que je n'ai pas évoqué. C'était un petit peu dommage. Merci, Quentin. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de ce chouette île aux pirates, Cutthroat Island en anglais? Oui, c'est vrai. Cutthroat Island. L'île Coupe-Gorge. L'île Coupe-Gorge, ouais. Voilà. On a fait le tour, pour ma part, oui. Non, je crois que c'est pas l'île Coupe-Gorge, je crois que c'est un autre nom. Bah, Cutthroat, si, je crois que alors oui, Cutthroat, enfin, littéralement, c'est ça. C'est littéralement ça, mais elle a un autre, mais en VF, elle a un autre nom qui est un peu nul. En VF, je sais, oui, je sais plus ce que c'est, l'île des péripéties, ou je sais plus quoi. Le truc, un peu nul, voilà, mais enfin, Cutthroat Island pour le titre original. Voilà. Des pirates, 100 millions de budget, un peu old school, des explosions, des musiques cool et des punchs sympas. Voilà. Et un scénario qui se suit vraiment trop bien. Non, c'est vraiment super sympa. Ouais. C'est des gens qui écoutent et qui l'ont pas revu et qui jurent un peu par Pirates des Caraïbes comme je peux le faire. Vraiment je tease un œil, c'est vraiment si vous aimez l'univers des pirates, honnêtement, c'est bien parce que vous êtes bien parti. Vous serez pas oui, et puis même ça a été une inspiration. Gina Davis, elle a un singe par exemple. C'est vrai. Comme Jack, le singe de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Exact, c'est vrai. Oui, on n'a pas mentionné ce détail, mais voilà, mais elle a un singe qui est d'ailleurs je presque envie de me demander si c'est pas le même acteur singe, c'est possible. Voilà, il y a ça, mais il y a plein de petits détails par-ci par-là qui font écho. J'ai plus comme ça en tête là, mais ça m'avait un peu marqué pendant tout le film. Ils sont inspirés, il y a quand même des choses ouais, non, c'est voilà. Regardez ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, pour moi, oui, c'est bon. Donc vous êtes en train de dire que nous arrivons à la fin de cet énorme podcast en 2 parties, je le précise. Enfin, de toute façon, si vous écoutez celle-là, c'est 23. Voilà. Ça s'invente pas. Ben voilà. Et on est à plus de 3 heures, je crois, de podcast en tout, pour parler de 4 films. Je crois qu'on est à 1h28 pour le premier, là on est à 1h36 pour le deuxième. Écoute, on est bien. Ça va être quand on va être 5. Ah bah c'est voilà. Moi j'aimerais pas, moi. Ah bah si, justement, ça faudra, voilà. Oui, parce qu'on devait, alors toute petite parenthèse, on devait avoir notre 5e camarade présent, qui a eu un petit problème technique, mais qui sera très certainement prochainement avec nous. On ne perd pas espoir. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était bien chouette de vous parler de films qu'on a globalement aimés, ou en tout cas qu'on voulait vous faire découvrir par certains aspects. Et puis, de toute façon, on vous dit à bientôt, très certainement, pour un autre numéro, pour une autre thématique, pour d'autres films. Voilà. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.